Bien, nous allons démarrer notre session de travail. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, mon cher Guillaume, la Commission des affaires économiques est très heureuse de vous retrouver dans cette salle que vous connaissez bien et nous vous remercions d'avoir bien voulu accepter de répondre à nos questions moins de 2 mois après votre entrée au gouvernement. Le logement connaît en ce moment une crise profonde qui n'est d'ailleurs pas propre à notre pays et qui se rencontre chez la plupart de nos voisins européens. La hausse des taux d'intérêt a produit partout les mêmes effets. Le marché est entré dans une phase de quasi-gel avec un fort ralentissement du nombre de ventes et d'achats bloquant les mobilités, une insuffisance de nouvelles constructions, aussi bien dans le secteur privé que pour le logement social, et un tassement des prix immobiliers qui reste néanmoins très élevé. Vous annoncez une feuille de route se concentrant autour du choc de l'offre. Comment comptez-vous décliner cette politique et quelle pourrait être en particulier sa traduction au niveau législatif ? Un projet de loi sur le logement est annoncé pour la mi-juin au Sénat. Outre la modification des règles applicables pour se conformer à la loi SRU, mesure déjà rendue publique par le Premier ministre, ce projet de loi sera-t-il l'objet et porteur de mesures structurelles ? Vous savez aussi que si le Parlement vient d'adopter le projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé, au moins 2 autres textes demeurent en navette. Je pense à la proposition de loi de notre collègue Romain Daubié sur la transformation de bureaux en logements. Je pense également, bien entendu, à la proposition de loi défendue par Anaïg Lemeur et Inaki Echaniz visant à remédier au déséquilibre du marché locatif. S'agissant de ce dernier texte, nous vous avons entendu hier, lors des questions au gouvernement, mentionner une inscription à l'ordre du jour du Sénat au mois de mai. Disposez-vous d'informations plus précises ? Monsieur le ministre, nous vous laissons avec plaisir la parole pour une quinzaine de minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Stéphane, Mesdames, Messieurs les députés. Je suis particulièrement fier et, je dois le dire, très ému au moment de revenir pour la première fois dans cette très belle commission dont j'ai été membre pendant près de 7 ans et que j'ai eu l'honneur de présider entre juillet 2022 et février de cette année pendant donc 20 mois, riches d'une activité intense en votre compagnie. J'ai toujours apprécié la teneur des débats qui nous ont animés, que ce soit sur l'énergie, l'industrie, l'agriculture, le logement ou encore le numérique. Et ce sont des débats entre députés qui connaissent à fond leur sujet et qui travaillent sans relâche pour l'intérêt général. Je connais évidemment l'engagement des membres de cette commission sur la question du logement. J'ai déjà eu l'occasion, depuis ma prise de fonction, d'échanger avec un certain nombre d'entre vous, spécialistes de la question, et ces échanges continueront de nourrir mon action au jour le jour. Je sais pouvoir compter, en dépit bien évidemment de nos différences politiques, sur votre engagement pour travailler dans le sens de l'intérêt collectif sur les défis qui nous attendent. Je souhaiterais donc, cher Président, profiter de cette première audition en commission pour vous exposer les grandes orientations de mon ministère que j'ai définies sous l'égide du Premier ministre Gabriel Attal et du ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, et pour échanger bien sûr avec vous sur ces priorités. Les mois qui se sont écoulés depuis 2022 ont illustré à maintes reprises l'enrichissement qui résulte d'un travail étroitement concerté entre le gouvernement et le Parlement. Le dialogue continu avec les parlementaires est donc et continuera à être un élément fondamental de la méthode que je mettrai en œuvre pour amener des réformes qui sont à la fois nécessaires et ambitieuses. Vous connaissez mon engagement de longue date en faveur de l'accès au logement et de la protection de la propriété privée. Quand j'ai siégé à vos côtés, nous avons travaillé sur de nombreux aspects du logement, que ce soit dans la loi Elan, la loi Climat et Résilience, la loi 3DS et plus récemment à l'occasion de la PPL sur l'occupation illicite des logements ou encore la PPL sur les meublés de tourisme. Vous les avez d'ailleurs cités. C'est une action qui me tient à cœur et c'est pour cette raison que je souhaite remercier ici à nouveau le Président de la République et le Premier ministre de m'avoir accordé leur confiance sur ce portefeuille. Et ceci particulièrement à un moment comme celui-ci, marqué par une crise historique du secteur. Cette crise, chacun accordera qu'il s'agit à la fois d'une crise de l'offre et d'une crise de la demande. Nous allons parler des facteurs structurels de la crise, mais il y a, je crois, un élément majeur, un facteur majeur, une sorte d'éléphant dans la pièce, mesdames et messieurs les députés, c'est la hausse des taux d'intérêt. Aucun secteur n'y est aussi sensible que celui des logements, et en 18 mois, ces taux ont pris 400 points de base. Aucun secteur ne peut résister à une telle pression, et encore moins, bien sûr, le secteur du logement. Partout en Europe, nous sommes dans une situation critique. Or, mesdames et messieurs les députés, le logement ne se trouve pas par hasard être une compétence de votre commission. Aujourd'hui, la difficulté dans l'accès au logement nuit directement à l'attractivité économique de nos territoires. Les emplois sont moins attractifs car les demandeurs ne trouvent pas à se loger près de leur lieu de travail.
Les entreprises hésitent à se réinstaller car elles doutent si leurs employés pourront trouver un toit. Les ménages consacrent jusqu'à un tiers de leur budget au logement. Le BTP, en tant que secteur, concentre par ailleurs 2 millions d'emplois, des emplois non délocalisables qui participent à 5% de la valeur ajoutée produite en France. Et les difficultés dans le secteur mettent ces emplois en danger. La crise du logement est donc plus largement une crise de l'emploi et de toute l'économie, avec les impacts sociaux qu'elle entraîne et les risques qu'elle comporte pour notre trajectoire de réindustrialisation et de croissance. Nous ne sommes pas démunis face à cette situation. Nous agissons au jour le jour pour y remédier et je vous propose de vous présenter les 8 leviers principaux de notre feuille de route en la matière. Premier objectif, première priorité pour répondre à la crise, c'est la simplification des procédures pour relancer l'offre en actionnant par tous les leviers la construction de nouveaux logements. Les chantiers continuent d'être freinés par des processus administratifs qui sont parfois complexes, parfois lourds. J'ai d'ores et déjà annoncé une première vague de 5 chantiers et 10 mesures de simplification administrative. Il s'agit notamment de réduire les délais de recours pour passer de 6 mois à 2 mois. Et de prochains paquets de simplification seront annoncés d'ici l'été. Nous devons avoir constamment à l'esprit le souhait de rendre la vie plus facile pour les artisans et les entreprises du BTP afin de permettre au projet de sortir de terre. C'était donc le premier axe de la feuille de route. Deuxième objectif, la relance de la production de façon ciblée pour répondre aux besoins économiques et démographiques de nos territoires. Nous ne souhaitons pas reproduire certains dispositifs du passé en relançant à n'importe quel prix urbi et orbi. De précédents gouvernements ont eu recours massivement à ces incitations fiscales pour soutenir l'offre, l'équivalent sectoriel donc d'une incitation budgétaire très très forte. Nous avons fait le choix d'une approche ciblée pour relancer la production là où sont les besoins les plus forts. C'est tout l'esprit du programme Territoire engagé pour le logement, dont nous avons annoncé une première vague de 22 lauréats en février dernier. Nous donnons ainsi un coup d'accélérateur à des programmes stratégiques de création de 30 000 logements sur les 3 prochaines années. Je me suis rendu sur le terrain à Ferney-Voltaire, sur la circonscription d'Olga-Givernet, et dans le Pays Basque, chez Jean-René Etchegaray. Je suivrai personnellement l'avancée de ces 22 projets avec l'objectif que les conventions soient signées d'ici la fin du mois de mai. D'ailleurs, un certain nombre de députés de la Commission sont dans des territoires qui ont été sélectionnés sur le programme Territoire engagé pour le logement. Je pense notamment à Sébastien Jumel à Dieppe, avec un enjeu majeur sur la construction d'un nouvel EPR et donc un besoin de création d'offres significatif. Troisième objectif, l'accès au logement pour les classes moyennes. De nombreux territoires ont connu ces dernières années une hausse des prix qui empêche l'accès au logement abordable pour de nombreux Français. Nous agissons pour la création de programmes de logements mixtes à prix réglementés et abordables. Nous avons annoncé avec Christophe Béchu et Bruno Le Maire un pacte d'investissement avec les investisseurs institutionnels pour la production de 75 000 logements locatifs intermédiaires. Le logement intermédiaire accueille un public dont les ressources les classent bel et bien parmi les classes moyennes. Cet effet joue à plein dans les zones les plus tendues où le LLI peut être jusqu'à 30% moins cher que le prix de marché. Il nous faut donc accompagner le déploiement de ce produit et c'est ce que nous continuerons à faire. Quatrième objectif, Monsieur le Président, la réponse aux défis écologiques. Les urgences du moment en matière de réponse à la crise du logement ne doivent pas nous amener à oublier les enjeux de plus long terme. La création de nouveaux logements doit se faire d'une manière qui soit compatible avec l'adaptation de la ville aux défis climatiques et avec nos engagements écologiques. À une époque qui voit une intensification des risques sur l'habitat, avec la multiplication des inondations et l'émergence de nouvelles problématiques, comme le gonflement-retrait d'argile, nous devons agir en conséquence. Concernant la rénovation énergétique de l'habitat, qui est une de nos premières priorités pour faire face à nos besoins en énergie de manière décarbonée, nous continuons d'améliorer et d'optimiser l'aide MaPrimeRénov'. Ce dispositif a décollé en très peu de temps et nous a permis d'atteindre la barre des 2 millions de rénovations depuis la création du dispositif en 2020. Cet effort doit se poursuivre et avec Christophe Béchu, nous avons travaillé de concert avec les fédérations du bâtiment et de l'artisanat pour trouver des solutions aux complexités que rencontrent les particuliers et les professionnels en ce début d'année. Nous avons aussi récemment ajusté le mode de calcul du diagnostic de performance énergétique afin de mieux prendre en compte les consommations énergétiques des petites surfaces, moins de 40 mètres carrés, et ainsi de nous assurer que 140 000 logements ne sortiront pas indûment au 1er janvier prochain du parc de logements locatifs, ce qui, bien évidemment, dans le contexte actuel, ajouterait aux difficultés qu'éprouvent les Français pour trouver un logement. La mise à niveau de notre parc doit donc se poursuivre et elle doit se faire aussi dans un sens d'une meilleure adaptation aux défis du vieillissement. C'est le sens de la création au 1er janvier de MaPrimeAdapt'. Et pour poursuivre ce mouvement, nous avons besoin que la filière prenne le pli de cette transformation, ce qu'elle est en train de faire. Nous avons besoin que toute la filière s'engage dans le même sens, fabricants de matériaux, distributeurs,
plateforme de mise en relation, formation des professionnels, information et accompagnement des ménages. Et donc, je vous annonce, Monsieur le Président, que je proposerai aux acteurs du secteur, dans les prochains jours, un pacte de confiance et d'engagement de la filière de la rénovation qui puisse nous engager sur des actions concrètes afin de préparer collectivement au mieux l'échéance de 2025. Cinquième objectif, relever le défi de l'aménagement du territoire. Et je sais que de nombreux députés dans cette commission y sont sensibles. Avec notre politique ambitieuse de réduction par 2 de l'artificialisation des sols dans la prochaine décennie, qui est indispensable si nous voulons à la fois assurer notre souveraineté agricole et nous protéger contre les aléas climatiques, il importe plus que jamais, lorsqu'on veut créer de l'offre nouvelle, de s'appuyer sur les espaces qui sont déjà urbanisés. Nous devons mieux recycler les espaces existants, en refaisant la ville sur la ville. Cet objectif sera donc au cœur de notre action dans ce domaine, en surélevant l'existant quand c'est possible, ou bien en densifiant les zones pavillonnaires, action qui répond à l'aspiration de nombreux Français de vivre dans une maison individuelle. C'est le cas en particulier des zones d'activité ou en entrée de ville que nous souhaitons transformer en les densifiant, en mixant leurs fonctionnalités urbaines pour aboutir à une ville plus agréable, plus fonctionnelle, plus écologique. Nous avons d'ailleurs annoncé la semaine dernière, avec Olivia Grégoire, les premiers lauréats de cette initiative et nous poursuivrons sur cette lancée. Nous estimons d'ailleurs que sur cette première vague, nous pourrions avoir un potentiel de création de 25 000 logements, rien que sur ces zones commerciales que nous allons transformer dans les prochaines années. C'est le même objectif que sert la proposition de loi du groupe démocrate que vous avez cité, Monsieur le Président, avec Monsieur Romain Daubié que je salue, visant à permettre la transformation de bureaux en logements. Dans certains territoires, les modes de travail évoluant, un gisement important se crée qu'il nous faut à tout prix exploiter à l'heure où des immeubles de bureaux deviennent disponibles pour d'autres usages. Il y a, rien qu'en Ile-de-France, 4,5 millions de mètres carrés de bureaux vides, et c'est donc toute l'importance de la proposition de loi qui a été portée par Romain Daubié, et je souhaite l'inscription prochaine de ce texte utile à l'ordre du jour du Sénat pour poursuivre cette dynamique. Sixième objectif, répondre au défi social. L'État continue d'être aux côtés des personnes qui souffrent et qui sont à la rue. Nous consacrons chaque année 3 milliards d'euros à cette mission. Cela représente 200 000 places d'urgence, dont 100 000 places en Île-de-France. Mon prédécesseur avait obtenu 120 millions d'euros de crédits supplémentaires pour mettre les personnes à l'abri, que nous avons réussi à sécuriser dans les récents débats budgétaires. Dans cette optique, nous poursuivons notre engagement en faveur du logement d'abord, et notamment pour développer le recours à l'intermédiation locative, une solution qui permet à la fois d'incider à la mise en location et de sortir les gens de la situation d'urgence dans laquelle ils sont. Septième objectif, créer un choc de confiance pour encourager l'offre locative. La libération de l'offre passe aussi par la réactivation de tout le parc qui existe déjà mais qui reste aujourd'hui sous-exploité. En année pleine, la construction de l'offre neuve ne représente qu'1% du parc existant. 80% des logements dont nous disposerons en 2050 existent en réalité déjà. Face à l'urgence, c'est donc ce parc existant qui doit tout entier être mobilisé. L'attrition du logement dans nos zones les plus tendues est aussi une problématique urgente à laquelle nous avons commencé à nous attaquer. Cette dynamique se poursuit encore aujourd'hui, atteignant localement jusqu'à 20 à 30% du parc locatif, sous l'effet conjugué de la hausse de l'immobilier de tourisme, de la transformation d'une partie du parc en résidence secondaire, ou encore de la vacance volontaire, qui est le fait de propriétaires qui, face à l'insécurité de la mise en location, choisissent parfois de laisser leurs biens sans occupant, plutôt que de risquer des ennuis et des difficultés. Face à ces aléas, mesdames et messieurs les députés, nous devons tout faire pour mieux intéresser les propriétaires à l'acte de louer, qui est un service rendu à la société. On se rend bien compte quand les biens finissent par manquer. Nous avons déjà agi pour nous attaquer aux causes de cette attrition dans certains territoires. Par exemple, dans les territoires ultramarins, nous avons adopté des dispositions spécifiques dans le projet de loi sur l'habitat dégradé qui permettront de récupérer plus rapidement les biens en indivision successorale. Plus largement, nous devons rendre sa rentabilité à l'activité locative résidentielle et nous devons sécuriser les bailleurs dans la relation locative en mettant tout en œuvre pour prévenir le risque d'impayé de loyer et en agissant rapidement quand ils surviennent. Et nous devons poursuivre le travail que nous avons déjà entamé pour désinciter, dans les zones à fort besoin, aux usages de l'immobilier à des fins autres que résidentielles. C'est la raison pour laquelle je me réjouis tout particulièrement de l'inscription au Sénat, au mois de mai, Monsieur le Président, comme vous l'avez dit, probablement la semaine du 20 mai, à la demande et sur l'ordre du jour du gouvernement, du texte de nos collègues Anaïg Lemer et Iñaki Etchaniz.
8e et dernier objectif, Monsieur le Président, agir sur la demande pour faciliter l'accès à la propriété. Comme je l'ai rappelé en introduction, la crise que nous connaissons est aussi conjoncturelle, liée à la hausse très forte des taux d'intérêt, comme je le rappelais tout à l'heure en introduction, qui est intervenue depuis 18 mois. Lorsque l'accession à la propriété est empêchée, c'est tous les pans du logement qui se retrouvent bloqués. Les ménages locataires du parc privé n'ont plus accès au crédit et doivent donc continuer de louer, quand bien même ils auraient souhaité acheter pour fonder un foyer. Par ricochet, c'est tout le parcours résidentiel qui se trouve paralysé, car la rotation dans le parc locatif s'effondre et les locataires du parc social ne peuvent plus accéder au privé. Si nous voulons relancer la machine, nous ne pouvons pas nous contenter d'attendre la baisse des taux, qui devrait toutefois commencer d'intervenir dans les prochains mois. Nous devons prendre des mesures proactives pour accompagner les ménages dans leur parcours d'accession, et c'est ce que nous faisons. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité faire évoluer les zonages qui donnent accès aux différents dispositifs d'aide à l'accession. Avec Bruno Le Maire, nous avons donc annoncé au Pays Basque il y a 2 semaines une révision du zonage ABC pour reclasser quelques 800 communes en zone tendue, ce qui permettra à leurs habitants d'avoir davantage accès à ces dispositifs d'aide à l'accession, en particulier le prêt à taux zéro et le bail réel solidaire. Nous travaillons en outre avec le Haut Conseil de stabilité financière pour donner une deuxième chance à l'emprunt pour les ménages en incitant les banques au réexamen des demandes de crédit non accordées. Et par ailleurs, la proposition de loi portée par Lionel Causse et examinée, je crois, la semaine prochaine en commission des finances pose plus largement les bonnes questions et ouvre un débat utile sur les conditions d'octroi des prêts bancaires. Vous le voyez, Monsieur le Président, j'ai mis au maximum à profit les presque 8 semaines qui sont intervenues depuis ma nomination pour mettre en œuvre la feuille de route qui m'a été confiée par le Président de la République et le Premier ministre, par les différents leviers qui sont à ma disposition, en concertant étroitement avec les acteurs du secteur pour lever les freins à une relance rapide et puissante du secteur. C'est sur cette lancée que je souhaite à présent poursuivre. Ce sont en effet des dynamiques que j'ai l'intention de poursuivre et d'amplifier à partir du mois de juin, en présentant d'abord au Sénat, puis devant vous, un projet de loi pour le logement des classes moyennes. Le projet de loi sur le logement visera à répondre à une grande partie des défis que j'ai détaillés à l'instant, notamment les points suivants. Il contiendra des mesures pour mieux intéresser les élus à l'acte de bâtir. J'ai la conviction que la politique du logement ne peut pas se faire sans la confiance aux maires. Ils connaissent mieux que quiconque les difficultés de leurs administrés pour les accueillir chaque jour dans leur mairie. Je concerte à cet effet l'ensemble des associations représentatives des collectivités et nous avancerons ensemble. Le texte contiendra aussi un ensemble de mesures visant à renforcer la production du logement social, en agissant notamment sur les ressources des bailleurs sociaux et du logement intermédiaire, qui sont donc des leviers essentiels dont nous disposons pour loger les classes moyennes. Il contiendra également des mesures visant à simplifier les procédures de construction et à favoriser les opérations de densification et de surélévation qui tirent profit du potentiel des espaces urbains existants. Nous aurons bien sûr, Monsieur le Président, l'occasion d'échanger plus longuement sur les dispositions de ce texte lorsque je viendrai le défendre devant vous. En attendant, je suis à votre écoute et à votre entière disposition pour échanger et répondre à vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour nous avoir rappelé les éléments, d'une part, de votre feuille de route, de nous avoir donné aussi les pistes et les axes de travail qui vont nous concerner particulièrement dans cette commission. Et sans plus attendre, je vais donner la parole aux orateurs des groupes et nous allons commencer par le groupe Renaissance avec Madame Sandra Marceau. Je ne vous rappelle pas les règles, vous les connaissez par cœur. Donc, Madame Marceau, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez présenté votre feuille de route rapidement déjà après votre nomination et vous avez pris des décisions fortes pour lutter contre ce que de nombreux acteurs appellent la crise de l'offre. Beaucoup de commentaires, d'analyses, souvent pertinentes de la part de professionnels, de praticiens pour évoquer des causes, alimentent les débats et formulent des propositions. Parmi elles, il y a l'idée donc de produire un choc d'offres. Si on peut être en phase avec la réalité du besoin de création de nouveaux logements, au regard de la diminution des mises en chantier comparées aux années précédentes, certains chiffres avancés interrogent. Pouvez-vous nous éclairer sur l'évaluation du nombre de constructions nécessaires chaque année, sachant qu'il varie entre 300 000 et 500 000 selon les estimations? Cette réponse par un choc d'offres doit, à mon avis, s'accompagner d'une vision des besoins, à la fois des citoyens, mais aussi des géographies de notre pays. Nous souhaitons mettre en œuvre collectivement des politiques publiques en matière de logement qui soient efficaces. Pour cela, nous aurions besoin de faire un état des lieux, par exemple, du plan de lutte contre la vacance des logements lancé en 2018, du bilan qualitatif, quantitatif, de la reconquête ou de la création de logements dans les plans Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain, même si ce sont des plans récents,
assez récent, ce qui est pour partie lié des retours aussi de l'établissement des PDH et des PLH par les collectivités. L'ensemble du territoire, en effet, devrait en être couvert et il ne l'est pas. Une étude de grande ampleur lancée en 2019 sur 7 territoires intercommunaux, les pilotes de sobriété foncière, cherche aussi à détecter ce foncier invisible et à trouver les leviers de l'attractivité des villes moyennes. Nous devons tirer les enseignements opérationnels de ce défrichage sur le terrain dans des tandems élus praticiens de l'aménagement et je vous sais particulièrement attaché à ces remontées du terrain. Enfin, si le fléchage des friches est aujourd'hui un succès partout en France grâce au fonds friche et désormais au fonds vert, beaucoup de ces plans donc, de revitalisation mis en œuvre concourent, à mon avis, à un renversement des tendances de l'aménagement du territoire. En effet, dans les réponses à apporter, que pensez-vous de réorienter les politiques publiques selon les besoins des territoires, en y recherchant une forme de rééquilibrage et en associant les enjeux réindustrialisation, habitat, infrastructures dont les mobilités. Donc une partie de ces préoccupations trouveront, je l'espère, réponse dans votre futur PJL. Pouvez-vous nous en donner les grandes lignes? Mais vous nous en avez déjà donné les grandes lignes, mais vous pouvez peut-être compléter. Merci. Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre. Alors, en 1 minute 30, Monsieur le Président, C'est cela. Madame Marceau, je partage totalement votre vision de l'aménagement du territoire. Vous avez remarqué d'ailleurs que c'est un des 8 axes que j'ai développé tout à l'heure. Je serais ravi de pouvoir expliciter plus encore avec vous dans les jours et dans les semaines qui viennent. Mais je partage totalement. C'est d'ailleurs pour ça que je communique rarement sur des chiffres globaux de construction. On sait tous qu'il faut plusieurs centaines de milliers de créations chaque année de logements. Mais en réalité, il faut repartir des besoins du territoire. Et les besoins en Charente ne sont pas les mêmes qu'en Eure-et-Loir, ne sont pas les mêmes dans chacune de vos circonscriptions. D'où une approche très territorialisée de la politique que nous avons commencé à amener, y compris avec les territoires engagés sur le logement, où nous avons vraiment un processus très ciblé. On regarde territoire par territoire les contraintes, le foncier existant, les capacités à construire, à surélever, les contraintes littorales, les contraintes montagne, qui parfois posent des difficultés. Et donc c'est bien une approche territoire par territoire qu'il faut adopter. En 30 secondes sur le projet de loi, je vous ai déjà répondu tout à l'heure sur une partie des éléments que contient le projet de loi. On y parlera de production de logements abordables, on y parlera d'incitation aux maires bâtisseurs, on y parlera de simplification dans l'acte de construire, de mesures favorisant à la mobilité dans le parc social, de mesures également pour favoriser l'accession à la propriété. Tous ces sujets-là seront ouverts et seront sur la table dans le projet de loi que nous aurons la chance et le plaisir d'examiner ensemble. Voilà, Madame la députée, en 1 minute 30, les quelques réponses que je pouvais vous apporter. Le timing est parfait, Monsieur le ministre. Pour le Rassemblement national, je cède la parole à Monsieur Frédéric Falcon. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, chers collègues, votre audition est la bienvenue et permettra, j'espère, de clarifier les orientations de la politique du logement du gouvernement Attal. Face à la crise qui s'installe, le gouvernement a réalisé plusieurs annonces que nous qualifions de mesures d'affichage et qui ne répondent pas, selon nous, aux enjeux d'une politique que nous estimons, depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, idéologiquement défavorable au logement. La mise en avant de ces fameux 22 territoires de projet visant à construire 30 000 logements en 3 ans nous apparaît dérisoire face à l'effondrement de la construction. Selon plusieurs estimations, 240 000 logements devraient être construits en 2024. C'est bien loin du rythme de croisière de 400 000 logements attendus chaque année par le secteur et les experts. Vous avez annoncé également le basculement de 600 ou 800 communes en zone tendue afin de les rendre éligibles aux nouvelles dispositions du PTZ. Qu'en est-il de la maison individuelle bannie du dispositif? Comptez-vous la réintégrer? Nous aimerions connaître votre position sur ce point. Le carcan normatif, pourtant décrié de toutes parts, reste quant à lui inchangé. Le trait décrié ZAN, contre lequel se dresse un nombre croissant de communes qui se voient freinées dans leur développement économique ou dans la possibilité de construire des logements sociaux, demeure figé dans ses objectifs. Comptez-vous engager une réflexion afin de l'assouplir et de rendre ces objectifs soutenables? Le parc locatif, très sévèrement impacté par des contraintes énergétiques fondées sur des DPE dont la fiabilité est jour après jour contestée, avec un calendrier, disons-le clairement, intenable en matière de rénovation énergétique, et alors que Bruno Le Maire vient d'annoncer une coupe d'1 milliard d'euros dans le dispositif MaPrimeRénov', pouvez-vous nous dire si le gouvernement compte revoir les méthodes de ces DPE et le calendrier, au-delà des maigres mesures d'assouplissement annoncées par Christophe Béchu? Sur les normes, Monsieur le ministre, nous pensons qu'aujourd'hui, ni l'État ni les Français ont les moyens de les suivre. Il serait temps que ces objectifs environnementaux irréalistes se conforment au réel, en tournant le dos à une écologie punitive qui détruit, selon nous, de la croissance. Enfin, nous avons été stupéfaits de découvrir dans la presse que le gouvernement envisage un rabot des APL et qui a créé un vent de panique chez de nombreux Français modestes, sévèrement fragilisés après 2 quinquennats d'Emmanuel Macron. Monsieur le ministre, pouvez-vous prendre l'engagement ici de ne pas réduire les APL des Français? Pour ce qui est des 2 réformes portant sur l'élargissement de la loi SRU
et la décentralisation de la politique du logement. Le Rassemblement national attend de connaître leurs dispositions avant de se prononcer. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci. Beaucoup de sujets qui ont été abordés. Sur le territoire engagé pour le logement, c'est effectivement 22 territoires avec 30 000, mais personne n'a dit que c'était exclusif du reste. Moi, ce que je souhaite, c'est que ça puisse construire dans toutes les communes de France, partout, et qu'on ait des centaines de milliers de logements qui émergent dans les années qui viennent. Et donc, on en a besoin. Ce que nous disons, c'est que nous avons une approche ciblée sur laquelle, dans ces 22 territoires, à la fois, on a des mesures de simplification qui s'inspirent de ce qui a été fait pour les Jeux Olympiques, d'ailleurs, pour aller plus vite, et en plus, des mesures d'équilibrage qui permettent de faire sortir de terre des opérations qui, sans le soutien de l'État, ne pourraient pas sortir. Et donc, c'est une approche territoriale, mais qui n'est bien évidemment pas exclusive de toutes les autres mesures pour créer du logement. Je vous ai annoncé tout à l'heure 75 000 logements sur les LLI. Je vous ai annoncé ce qui va être fait aussi sur les friches commerciales et sur les zones commerciales avec un potentiel de 25 000 logements. Si on additionne la totalité de ce que nous pouvons faire, ce sont en réalité plusieurs centaines de milliers de logements que nous souhaitons construire. Il n'y a point d'idée de notre côté de restreindre uniquement à 22 territoires la construction de logements dans notre pays. Sur le PTZ, je rappellerai quand même qu'il y a aujourd'hui, dans le projeté sur 2024, 40 000 PTZ qui sont prévus. Donc le PTZ n'a pas disparu, il existe toujours, il a été recentré, mais c'est quand même 40 000 personnes qui vont en bénéficier. Pour rappel, l'année dernière, c'était 50 000. Bon, donc on reste dans un étiage qui est tout à fait raisonnable par rapport à celui qui était celui de l'année dernière. Sur le ZAN, je ne vais pas refaire le débat maintenant, on a eu de longues discussions déjà à l'époque sur le sujet. Sur le DPE, ce n'est pas une mesurette, monsieur le député. On a, avec Christophe Béchu, revu le calcul pour des petites surfaces de moins de 40 mètres carrés qui posaient problème. Et donc, on a revu le mode de calcul pour corriger le poids relatif de l'eau chaude sanitaire. C'est quand même 140 000 logements qui vont sortir de la catégorie F et G, qui vont remonter et qui évitent une sortie du marché locatif. Enfin, monsieur le président, sur les APL, merci pour votre question, monsieur le député. Elle me permet de démentir les articles de Paris Match que j'ai pu lire. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais je peux vous assurer avec certitude que ça n'a jamais été dans un projet du ministère. Ça n'est pas mon projet, ça n'est pas ma feuille de route, ça n'est pas sur la table. Je ne peux pas être plus clair et démentir plus clairement que ce que je viens de faire à l'instant. Merci, monsieur le ministre. Je passe la parole au groupe de la France Insoumise, madame Danielle Simonet. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre des expulsions et du mal logement. Oui, vous êtes le ministre de l'aggravation de la crise du logement. Dans ce domaine, vous battez d'ores et déjà tous les records. 21 500, c'est le nombre de ménages expulsés en 2023 par un recours à la force publique. Ce nombre augmente de 23% en un an. Il a doublé en 10 ans, il a presque triplé en 20 ans. On sait que c'est un chiffre par ailleurs sous-estimé, très inférieur au nombre réel d'expulsions. Et on attend encore le bilan de votre loi qui a facilité les expulsions et criminalisé les locataires et victimes de la crise du logement. Ces dizaines de milliers de ménages expulsés vont rejoindre les 330 000 sans-abri que compte déjà le pays. Ils vont rejoindre les 93 000 ménages prioritaires d'ALO en attente d'un logement digne que l'État est tenu par la loi de leur accorder, mais l'État est hors la loi. Ils vont rejoindre les 2,6 millions de demandeurs en attente d'un logement social. À Paris, ce sont des familles, des enfants de 3 ou 4 mois qui ont dormi la nuit dernière sur le parvis de l'hôtel de ville. Et pour pallier à votre incurie, je souhaite vraiment remercier l'ensemble des solidarités associatives et citoyennes, comme Utopia 56, les parents d'élèves et enseignants des collectifs Jamais sans toit, et tant d'autres. Aux expulsions pour impayés de loyer aggravées par 2 années consécutives de hausse de loyer s'ajoutent les expulsions illégales pour congé par des propriétaires qui veulent rentabiliser leurs biens immobiliers en profitant des Jeux Olympiques pour les mettre en location touristique sur Airbnb. Aberration supplémentaire, des travailleurs essentiels aux JO sont aujourd'hui menacés d'expulsion pour laisser place aux touristes venus pour les JO. Face à tout cela, que faites-vous? Rien. Et même pire que rien. Votre feuille de route au gouvernement, c'est casser la loi SRU, en y incluant les logements intermédiaires, dont les planchers de revenus sont pourtant bien plus hauts que ce que touchent les 2,6 millions de demandeurs de logement social. Le maire qui enfreint la loi SRU pourra facilement continuer à ne pas faire de logement social au mépris de la loi, mais les locataires en impayés de loyer, les victimes du mal logement sont expulsés et criminalisés. Fort avec les faibles, faible avec les pauvres. Vous prévoyez aussi de ne vous attaquer, je cite, au tabou des APL, que votre gouvernement précédent a déjà ponctionné. Concernant la lutte contre la vétusté, vous faites pire que rien en diminuant d'1 milliard d'euros les crédits pour MaPrimeRénov' en 2024. Pendant ce temps-là, le marché locatif privé est à l'arrêt. À Paris, on compte 270 000 logements vides et résidences secondaires. Qu'attendez-vous pour taxer bien plus les logements vides et les résidences secondaires et appliquer la loi de réquisition? Il faut rendre des logements sur le marché. Il faudrait 200 000 logements sociaux par an. La Fondation Abbé Pierre dit 400 000 logements, tout compris, par an. Et vous venez de nous annoncer de projeter 30 000 logements pour les 3 prochaines années. Quel montant d'aide à la pierre pour les collectivités?
Faire prévaloir le droit au logement devrait être la priorité absolue. Il est urgent d'investir massivement dans le logement social, d'interdire les expulsions sans relogement et les congés pour vente ou pour relocation frauduleuse via Airbnb, d'encadrer strictement les loyers à la baisse dans les entendus et s'attaquer enfin à l'encadrement des prix du foncier, de renforcer la loi SRU, d'imposer une trêve olympique sur les expulsions, bref, de faire appliquer le droit au logement et non le droit de spéculer sur le logement. Merci, et Madame la d'expulser députée. sans trêve et sans règle. Merci. Monsieur le ministre. Bien, en 1 minute, ça va être compliqué de répondre à tout, mais je vais centrer ma réponse, Madame la députée, sur la question des expulsions locatives, puisque c'est un angle d'attaque assez récurrent sur ce sujet. Vous avez dit qu'il faut faire respecter le droit au logement. Oui, je suis là aussi pour faire respecter la loi, qui a d'ailleurs été votée à une large majorité, et je suis là aussi pour appliquer les décisions de justice. Et donc oui, il y a un certain nombre d'expulsions décidées par le juge que nous appliquons et que nous allons appliquer avec fermeté, avec diligence, parce que c'est notre mission. Vous avez raconté beaucoup de choses sur les expulsions, mais je voudrais quand même rappeler le parcours du propriétaire quand vous avez un impayé. C'est un impayé, ensuite plusieurs semaines plus tard, c'est un commandement de payer, ensuite c'est une assignation au tribunal, ensuite c'est une audience qui peut probablement reporter, ensuite il y a un délibéré, ensuite il y a la réalisation du bail, ensuite il y a le commandement de quitter les lieux, ensuite il y a la réquisition de la force publique, ensuite il y a la convocation au commissariat et ensuite il y a l'expulsion. C'est plusieurs mois de procédure, voire parfois des années, Madame la députée. Et donc, après ces années que nous avons raccourcies avec la loi que nous avons portée, oui, à la fin des fins, quand il y a un ordre d'expulsion qui a été prononcé par le juge, mon rôle, le rôle de mon ministère, le rôle de l'exécutif, c'est d'appliquer la loi et d'appliquer les décisions de justice. Il en va de la confiance des propriétaires, il en va du respect de la loi. C'est notre axe de travail. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Je cède la parole au groupe Les Républicains, Madame Virginie Duby-Muller. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, c'est dans un contexte de crise du logement sans précédent que nous nous adressons à vous. Une crise aux multiples visages qui secoue les fondations mêmes de notre société. Face à une telle situation, les attentes envers le gouvernement et les mesures concrètes à prendre sont immenses. Pourtant, au grand regret du groupe LR, le PJL sur l'habitat dégradé, bien qu'important, ne répond qu'à une fraction des enjeux auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. C'est une occasion manquée, un symptôme d'une vision fragmentée face à une crise globale. Il est impératif, Monsieur le ministre, de comprendre l'urgence qui nous anime. La simplification administrative, bien que nécessaire, est loin d'être suffisante pour aborder l'ampleur de la problématique. Nous sommes confrontés à une quadruple crise. Une crise de la demande, de l'investissement, du financement et une crise de confiance des propriétaires vis-à-vis de la location. Ces crises requièrent des actions immédiates, fortes et adaptées. Notre groupe a mis en avant une série de 12 mesures d'urgence élaborées en concertation avec les principaux acteurs du secteur. Et ces propositions, examinées alors sous votre présidence au sein de la Commission des affaires économiques, visaient à apporter des réponses concrètes et pragmatiques aux défis que nous rencontrons. Elles abordaient la nécessité de stimuler l'offre comme la demande, de faciliter l'accession à la propriété, d'encourager l'investissement immobilier et de résoudre les problèmes de financement. Vous l'avez malheureusement détricoté. Concernant la rénovation énergétique, un domaine où l'on constate une sous-utilisation critique des crédits disponibles, il est urgent de rendre les aides à l'investissement plus accessibles pour tous et partout. Le recul tardif sur le dispositif MaPrimeRénov', malgré nos alertes, a malheureusement entraîné une baisse significative des demandes. De même, le calendrier énergétique doit être révisé pour éviter une exclusion massive de logements du marché locatif, exacerbant la pénurie actuelle. Nous vous pressons, Monsieur le ministre, de considérer avec attention les recommandations de notre groupe. Elles sont le fruit d'un travail de concertation approfondi et visent à relancer l'accession à la propriété, à fluidifier le marché locatif et stimuler l'investissement. Ces propositions ne sont pas seulement des solutions temporaires, mais elles s'inscrivent dans une vision de long terme pour une politique du logement juste, équitable et efficace. En conclusion, Monsieur le ministre, il est temps d'envisager une refonte radicale de la politique du logement en France, une politique qui, ces dernières années, n'a pas su répondre aux attentes de nos concitoyens et qui a de fait d'évaluer la position des propriétaires. Notre objectif commun doit être de rétablir une politique d'aménagement du territoire qui garantisse à chacun le droit à un logement décent et abordable. Et nous restons évidemment à votre disposition pour travailler ensemble à la mise en place de ces mesures essentielles. La crise du logement est une réalité et il est de notre devoir collectif de lui apporter des réponses ambitieuses et à la hauteur des enjeux. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, merci pour votre interpellation. Juste vous dire, sur les copros dégradés, je trouve le jugement un peu sévère. C'est un beau projet de loi qui a été le fruit d'une coopération parlementaire exemplaire, à la fois au Sénat et à l'Assemblée, et qui a été voté à l'unanimité. On est passé de 17 articles à 60, avec des mesures essentielles, saluées y compris par des élus de tous bords. J'étais à Mulhouse la semaine dernière chez Madame Lutz.
qui a d'ailleurs contribué au texte initial et qui a ensuite travaillé sur le sujet. Et ce sont des réponses très concrètes à la crise. C'est dans cet esprit de co-construction, avec vous et avec tous les groupes, plus large nombre de groupes possible, que j'aborde le futur projet de loi qui vous sera présenté. Je sais que vous avez fait des propositions. Vous, M. Bazin aussi a fait effectivement des propositions. Côté sénatorial, Mme Prima avait fait notamment une proposition sur l'attribution des logements sociaux. Nous allons reprendre un certain nombre de ces idées. Et donc, le projet de loi intègre d'ores et déjà un certain nombre de propositions et d'axes que vous avez définis. Et l'examen au Sénat puis à l'Assemblée nationale sera l'occasion, bien sûr, d'enrichir ce texte dans un esprit de large co-construction sur ce texte. Donc je me tiens à votre disposition, celui de votre groupe et de vos députés, bien sûr, pour préparer l'atterrissage de ce texte et l'enrichir au fil du débat parlementaire. Merci, Monsieur le ministre. La parole pour le groupe démocrate à Monsieur Romain Daubié. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je vous remercie de me donner la parole. Je suis particulièrement heureux de vous auditionner, Monsieur le Ministre, aujourd'hui, tant le logement est en crise. Je vous remercie d'avoir présenté les grandes lignes de la future projet de loi logement que vous allez porter. La crise est moins importante. Le logement, c'est l'endroit où on habite, c'est l'endroit où, par exemple, aussi, on peut faire grandir ses enfants. C'est l'endroit également de trouver un nouveau logement qui permette de trouver un travail mieux payé, d'avoir des évolutions professionnelles et de s'élever socialement. C'est ce qui nous accompagne tout le long de la vie. Mes questions seront essentiellement tournées vers MaPrimeRénov'. Est-ce que vous pouvez nous préciser rapidement les simplifications administratives que vous prévoyez sur MaPrimeRénov'? Deuxième point, est-ce que vous pouvez nous clarifier le rôle des accompagnateurs Rénov' qui posent parfois qui jouent le rôle de tiers de confiance, et nous préciser tout ça. Et surtout, ce que vous comptez faire contre les sociétés malveillantes dans le cadre de MaPrimeRénov', qui parfois usurpent l'identité, qui font des démarchages assez agressifs auprès des personnes et qui donnent une mauvaise réputation à toutes les entreprises, et je pense notamment à toutes nos entreprises locales de la CAPEB, qui sont des entreprises qui payent leurs charges, qui ont des salariés locaux, qui travaillent bien, et ça fait une rupture de confiance alors qu'on a plus que besoin que jamais de rénovation énergétique. Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le député, pour votre interpellation sur MaPrimeRénov', qui me permet de réaffirmer que MaPrimeRénov' est un très beau dispositif, qui a permis depuis des années, depuis qu'il a été créé, d'aider des millions de Français à rénover leur logement. Et que le budget qui lui est consacré est en réalité, en 2024, le plus élevé depuis des années. Donc nous avons un budget pour le faire, nous avons un beau dispositif qui aide des Français à rénover, et je pense qu'il est temps d'en parler aussi positivement pour encourager les Français à utiliser ce dispositif plutôt qu'à s'en détourner et à ne pas l'utiliser. Nous avons réussi à concerter avec la FFB et la CAPEB, avec Christophe Béchu, pour apporter des mesures de simplification de 3 ordres. Le premier sur la question des accompagnateurs, le deuxième sur ce qu'on appelle le monogeste, c'est-à-dire des gestes simples de rénovation, par exemple d'isolation, et le troisième sur la labellisation RGE, qui était une attente particulière des artisans qui y voyaient beaucoup de complexité. Ces 3 sujets sont mis en œuvre, ont fait l'objet d'annonces qui ont été saluées par les artisans eux-mêmes. Sur les accompagnateurs, on avait un sujet, c'est qu'il n'y en avait pas assez sur le territoire. Bon, dans beaucoup de territoires ruraux, on nous disait, il n'y en a pas chez nous, il faut aller chez vous. Dans d'autres départements, ça prend du temps, et donc pour avoir un accompagnateur qui est nécessaire pour faire une rénovation globale, on en manque. Bien, on a simplifié la procédure d'homologation. On en met 600 d'ici l'été, 600 structures. Donc en réalité, c'est plusieurs milliers d'accompagnateurs qui vont arriver. Et je peux vous annoncer d'ores et déjà que début mars, quand on a fait ces annonces, on était à 400 accompagnateurs. Début avril, aujourd'hui, on est à 511. Donc nous avons homologué en un mois 111 structures supplémentaires. Je vous annonce que d'ici l'été, il y aura plus de 5000 accompagnateurs sur le terrain, plus de 600 structures qui vont arriver, comme chacune en a plusieurs. Ça veut dire plusieurs milliers d'accompagnateurs qui vont arriver sur le terrain pour aider les Français à faire des travaux de rénovation globale. Deuxième axe de simplification, il y avait une réforme qui était prévue et qui visait à miser beaucoup sur la rénovation globale et peut-être un peu moins sur la rénovation monogeste. Bon. Nous avons décidé d'élargir l'utilisation de MaPrimeRénov' pour que des gestes simples de rénovation puissent être faits, y compris pour des biens qui sont en F&G et y compris pour des ménages qui n'avaient pas encore fait leur DPE. Ces mesures de simplification seront en application dès le 15 mai. Donc moi, j'encourage celles et ceux qui nous écoutent, et puis nos concitoyens dans vos circonscriptions, à faire des devis dès maintenant pour de la rénovation et à déposer leur dossier sur MaPrimeRénov' dès le 15 mai. Nous nous sommes assurés, pas plus tard que ce matin, avec la directrice générale de l'ANA, que les systèmes d'information seraient d'aplomb pour pouvoir accueillir ces devis et encourager à la rénov'.
RGE, le dernier sujet, c'est de la simplification pour les artisans. Je serais heureux, vu le manque de temps, de développer plus tard avec vous. Mais les artisans, nous leur apportons de vraies mesures de simplification sur la labellisation RGE, qui était attendue de très longue date. Utilisons le dispositif MaPrimeRénov', encourageons la rénovation et essayons tous ensemble de mobiliser les Français pour qu'un maximum de Français rénovent leur logement. Merci, Monsieur le Ministre. La parole pour le groupe socialiste à Madame Marie-Noëlle Battistel. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. C'est peu dire que cette première audition était attendue, et je crois que vous l'attendiez aussi, Monsieur le Ministre, de revenir dans votre commission, mais aussi attendue à la hauteur de la crise sans précédent qui touche le secteur du logement et particulièrement le besoin criant de logement social. La production a encore chuté de 22% en janvier et février, et la rénovation énergétique s'effondre avec 75% de dossiers en moins et 3 000 rénovations globales réalisées pour un objectif annuel fixé à 90 000. Les défaillances d'entreprises du BTP ont augmenté de 35% cet hiver et la FFB estime que 90 000 emplois seront détruits cette année. Face à ce constat, le discours de politique générale du Premier ministre aura laissé le secteur sans voix. Il n'a répondu à aucune des demandes des acteurs du logement, mais a formulé une proposition que personne ne demandait, le détricotage de la loi SRU. Alors qu'il n'y avait jamais eu autant de demandeurs de logements sociaux, pourquoi une loi pour désinciter les communes carencées à en produire? Et pourquoi en faire une priorité? C'est un message terrible envoyé aux maires bâtisseurs en proposant une loi d'amnistie pour ceux qui, parfois depuis 20 ans, font tout pour ne pas construire. Monsieur le ministre, vous partagez ce constat d'un secteur en crise comme président de notre commission. Vous avez d'ailleurs soutenu des initiatives législatives transpartisanes sur ce sujet. Il faut désormais transformer l'essai. Il faut commencer par des mesures contracycliques décisives pour relancer la production et fluidifier le marché. Cela implique de sortir de la logique des chocs d'offres sans lendemain et qui, dans un contexte de faible solvabilité des ménages, ne servent à rien pour mettre en œuvre un choc de la demande. Votre prédécesseur avait annoncé un PLFR logement. Qu'en est-il? Allez-vous vous poursuivre dans cette voie? Nous pensons qu'une dépense fiscale intelligente et calibrée est un outil puissant de relance. Nous vous avions proposé d'ailleurs à l'automne de renforcer et d'étendre le PTZ dans le neuf comme dans l'ancien. Nous avions également proposé un crédit d'impôt couvrant une partie des charges d'intérêt actuellement trop élevées pour les projets en vente en l'état futur d'achèvement afin de soutenir la production. Et nous avions d'ailleurs récemment soutenu la proposition de loi de notre collègue Daubier pour la transformation de bureaux en logements avec une incitation financière pour les maires. La prime aux maires bâtisseurs doit par ailleurs être relancée. Donc il est urgent, comme beaucoup de collègues nous l'ont dit, de lutter contre la cherté du foncier, mais aussi désormais sa rareté dans le cadre du ZAN, avec une politique de régulation volontariste. Alors, Monsieur le Ministre, après les échecs du choc d'offres que nous constatons, êtes-vous prêt à un choc de la demande et quelles mesures d'urgence comptez-vous proposer? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur le Ministre. Alors, beaucoup de questions. On va travailler sur la demande, on va travailler sur l'offre, et oui, on va réaliser un choc d'offres. Et Madame la députée, le projet de loi qui vous sera présenté et soumis à l'examen est un projet de loi qui vise à encourager la construction, encourager la production, encourager l'offre sur le territoire. Et il contiendra des mesures qui, en réalité, contrairement à ce que vous avez dit, sont attendues par les acteurs. Sur la simplification administrative, ce sont des choses que les acteurs, de la construction notamment, attendent depuis des années et sur lesquelles nous allons apporter des réponses qui sont demandées. Sur la question des attributions, la primo-attribution des logements sociaux, c'est une demande de nombreux élus locaux, mais qui date de plusieurs années. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les sénateurs ont voté très largement une proposition de loi de Madame Prima, à l'époque, pour donner la primo-attribution des logements sociaux aux maires. Et donc là encore, nous répondons à une attente forte du territoire, permettant dans beaucoup de cas de débloquer des situations pour construire plus d'offres de logements. Quant à la loi SRU, il n'a jamais été question de la déconstruire. Il n'a jamais été question de donner un blanc-seing à ceux qui ne construisent pas. Il est question, Madame la députée, d'intégrer des objectifs de LLI dans le rattrapage, dans le flux, pour les communes déficitaires, dans le cadre de la loi SRU. C'est donc un aménagement de la loi SRU qui est donc prévu et qui vous sera présenté, visant à encourager et débloquer les situations pour encourager la production du logement. Nous en discuterons plus tard, mais je vous rassure, il s'agit nullement de décourager la construction et la production. Au contraire, ce sera un projet de loi de production de logements, notamment pour les classes moyennes. Merci, Monsieur le Ministre. La parole pour le groupe écologiste à Madame Sabrina Sebaï. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Est-ce qu'un toit, c'est toujours un droit ou encore un droit? Difficile de savoir avec les différents textes qui ont été votés dernièrement.
De la rue à l'hébergement, de l'hébergement au logement, tout aujourd'hui est bloqué, paralysé. À la rue, ce sont ainsi 330 000 personnes, femmes, enfants, personnes âgées, mères isolées, personnes en situation de handicap, mineurs isolés, qui se partagent des bouts de trottoirs, de parcs, de parkings, dans le froid de l'hiver et la canicule de l'été. 147 en sont mortes depuis janvier 2024, plus d'une par jour. Quand ils se pressent pour obtenir un hébergement en appelant le 115, ils tombent bien souvent sur des lignes saturées et leur longue litanie de demandes non pourvues. Rien d'étonnant quand on sait que 20 écoutants sociaux dans les bons jours se relaient sur une période de 24 heures au 115 de Paris et que plus de 80% de demandes de familles à la rue ne trouvent aucune réponse. Ma première question, Monsieur le Ministre, est donc de savoir si vous comptez renforcer significativement les moyens humains des SIAO ainsi que les places d'hébergement disponibles. Après ce parcours de combattant vient le moment de passer de l'hébergement au logement. Et là, à peine un tiers des personnes relevant du dispositif DALO peuvent espérer une réponse favorable. Ce dispositif, pourtant, consacre le droit inaliénable au logement. Là encore, plus de 2 millions de ménages répondant aux critères d'attribution de logement social attendent parfois plus de 10 ans, c'est le cas sur ma circonscription, faute de ventilation et de logements adaptés à leurs revenus. 72% des demandeurs franciliens sont éligibles à un logement en PLAI, autrement dit à un logement très social, alors même que ces derniers sont nettement moins agréés que les logements plus. Ma deuxième question, Monsieur le Ministre, est donc de savoir de quels moyens vous souhaitez vous doter pour répondre aux locataires les plus précaires relevant des dispositifs DALO et du plafond de revenus dit PLAI. Monsieur le Ministre, afin de répondre à l'ensemble des besoins en logement, il faut mettre en chantier plus de 500 000 logements par an, dont 198 000 logements sociaux. Pas 30 000 en 3 ans. 500 000. Le secteur de la construction est en crise, faisant craindre des licenciements en cascade, face à une amputation de quelques 300 millions d'euros du budget de votre ministère décidé par Bruno Le Maire, et une offre qui ne répond ni à la demande ni aux besoins. Comment allez-vous répondre de manière structurelle au secteur de la construction et de l'immobilier ? Enfin, alors que nous avons un objectif de neutralité carbone à horizon 2050, de quels moyens allez-vous vous doter pour rénover le parc de logements qui aujourd'hui représente près du tiers des émissions de gaz à effet de serre ? Si nous voulons respecter l'accord de Paris, il nous faut rénover plus de 300 000 logements par an. Nous en sommes à peine au 6e dans les meilleures estimations. Demain, face aux 50 degrés l'été dans les appartements mal isolés, quelles seront les perspectives alors même qu'on nous annonce 1 milliard de coupes budgétaires sur MaPrimeRénov'? Monsieur le ministre, si vous souhaitez moins de précaires, si vous souhaitez moins de mal logés et moins de personnes se retrouvant forcées de squatter, ne pensez-vous pas qu'il faille déclarer le logement comme grande cause nationale ? Jamais dans notre histoire récente, le secteur n'a été autant en tension. Jamais il n'y a eu autant de personnes à la rue, en logement précaire, en attente d'un logement social. Et ce n'est pas en déplacement les SDF le temps des Jeux Olympiques et Paralympiques que vous allez régler le problème. Donc nous attendons de vous de vraies solutions sur le logement. Merci Madame la députée. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président. Alors en 1 minute, je vais me concentrer sur 3 points. Le premier, sur l'hébergement d'urgence. Comme je l'ai dit en introduction, nous avons un budget annuel de 3 milliards d'euros sur l'hébergement d'urgence. Petit rappel, ce budget était de 1,8 milliard en 2017. Et donc les moyens consacrés à l'hébergement d'urgence ont été significativement augmentés depuis 2017. C'est 200 000 places d'hébergement partout dans notre pays, 100 000 en Île-de-France. Donc nous faisons le maximum pour répondre à la demande et à l'urgence à des personnes qui effectivement sont sans domicile dans notre pays. Deuxième question sur l'hébergement pérenne. Oui, il faut construire plus de logements sociaux. Ce sera d'ailleurs l'enjeu de plus de logements sociaux, plus de logements intermédiaires, plus de logements libres. Ça sera l'enjeu du projet de loi qui vous sera présenté. Et donc, nous souhaitons avoir des solutions pérennes. L'intermédiation locative est aussi un axe que je souhaite développer. Nous avons un plan d'action sur le sujet où nous pensons qu'il y a un gisement potentiel de solutions pérennes pour des personnes qui peuvent sortir de l'urgence et trouver quelque chose de plus pérenne avec de l'intermédiation locative. Dernier point, Monsieur le Président, sur MaPrimeRénov' et sur la Rénov'. Je vous assure, Madame la députée, que le budget est en augmentation sur MaPrimeRénov'. Il y a eu un rabot d'1 milliard, mais sur une augmentation de budget de 1,7 milliard. Et donc, en réalité, c'est 700 millions d'euros de budget en plus en 2024 par rapport à 2023. Donc, jamais le budget de MaPrimeRénov' n'a été aussi important qu'en 2024. Utilisons ce budget et utilisons les leviers qui sont aujourd'hui à disposition des Français pour rénover. Merci, Monsieur le ministre. La parole pour le groupe Gauche démocrate républicaine au président André Chassaigne. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, le secteur du logement connaît une crise inédite. Chute de la construction des transactions, hausse des taux d'intérêt, éclosion de la demande, hausse des loyers, hausse des coûts de la construction. 4,2 millions de personnes sont aujourd'hui mal logées. 300 000 privés de logement. 2,4 millions de ménages en attente de logement social. En réponse, vous brandissez le slogan du choc d'offres et en guise de choc, vous annoncez la simplification de l'accès à MaPrimeRénov',
aussitôt amputé d'1 milliard d'euros. Vous venez de nier la casse de la loi SRU qui impose aux communes de construire du logement social, alors que vous voulez favoriser le logement intermédiaire qui n'intéresse pourtant qu'un faible pourcentage des personnes pouvant prétendre à un logement social. Vous annoncez comme une grande mesure la désignation de 22 territoires engagés pour le logement, avec l'objectif de faire sortir de terre 30 000 logements en 3 ans. N'est-ce pas une goutte d'eau au regard des besoins ? De nombreuses propositions sont pourtant sur la table. L'an dernier, pendant plusieurs mois, des concertations ont eu lieu dans le cadre du Conseil national de la refondation. De nombreux échanges ont eu lieu avec les acteurs des écosystèmes locaux du logement, les représentants locaux, des scientifiques, des chercheurs dans de multiples domaines. Ces échanges ont abouti à une série de propositions. Le renforcement du prêt à taux zéro et du bail réel solidaire pour faciliter l'accession à la propriété. Le doublement du nombre de bénéficiaires de la garantie Visale pour faciliter l'accès à la location. Le soutien à la production de logements sociaux avec le renforcement des fonds propres des bailleurs sociaux. La définition d'un programme national de renouvellement urbain des grandes friches en zone urbaine. L'amplification de la rénovation énergétique du parc privé. Toutes ces propositions avaient été balayées par le précédent gouvernement. Êtes-vous prêt à reprendre à votre compte, notamment dans votre projet de loi, ces propositions consensuelles issues d'un travail de fond pour enfin donner corps au slogan du choc d'offres et ne pas en rester aux simples proclamations? Merci, monsieur le ministre. Monsieur Chassaigne, votre micro, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Chassaigne, il n'y a pas de slogan. Il y a des actes pour produire plus de logements. Et je crois qu'on peut se retrouver sur ce constat-là. Je me souviens que dès 2018, face à Julien de Normandie, Stéphane Peu disait « La seule vraie réponse à la pénurie de logements consiste à produire davantage de logements et à en produire dans toute la diversité de la gamme. » Et donc on peut quand même s'accorder, au-delà des différences politiques, sur le fait qu'on a besoin de plus d'offres, plus d'offres, plus d'offres. Il se trouve, et je vais focaliser ma réponse sur cet axe-là, que le logement intermédiaire est un beau produit. C'est un beau produit qui permet, dans des ensembles immobiliers, d'avoir de la mixité sociale, où vous avez à la fois du logement social, du logement intermédiaire, parfois du BRS, parfois du libre. C'est d'ailleurs ce qu'on a constaté la semaine dernière à Anglette, dans le Pays Basque, où on a le LLI est un facteur de mixité sociale, et c'est aussi, deuxième avantage, un élément qui permet économiquement de faire sortir de terre des logements qui ne seraient probablement pas sortis s'il n'y avait pas de LLI à l'intérieur. Parce qu'il a un modèle économique qui permet de faire sortir des opérations plus facilement que s'il n'y avait pas de LLI. Troisième élément, oui, le LLI fait partie de la gamme, pour reprendre l'expression de M. Beu, de la gamme entière qui permet de répondre notamment à la classe moyenne, puisque c'est un produit qui est encore une fois 15 à 20% moins cher que les prix de marché, qui permet de répondre aux aspirations de beaucoup de Français qui aujourd'hui ne sont pas dans le logement social et sont dans la queue, puisque vous l'avez cité, la queue du logement social, et qui en même temps ne sont pas suffisamment aisés pour pouvoir s'en sortir sur le marché libre. Et donc, essayons de voir le logement intermédiaire comme une opportunité de construction de logements sociaux, de logements intermédiaires et de logements en général, et essayons de nous mettre ensemble autour de la table pour produire plus de logements. C'est ce que vous disiez en 2018 avec votre groupe, et c'est ce à quoi nous allons essayer d'y travailler. Essayons d'y travailler ensemble, Monsieur le Président Chassaigne. Merci, Monsieur le Ministre. Pour clore les interventions des groupes, pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, Monsieur Benjamin Saint-Huil. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vais vous éviter le discours fleuve de ce que seraient nos propositions pour relancer le logement en crise, en considérant quand même que je ne vous exonère pas tout à fait d'une forme de responsabilité sur la crise que nous connaissons, au-delà des taux d'intérêt. Suppression du PTZ rural, suppression de la PL accession, RLS, suppression du Pinel. Je pense que vous n'êtes pas tout à fait étranger. Mais on gardera ça pour plus tard quand on aura plus de temps. Parce que je voudrais vous laisser un peu de temps pour répondre à des questions qui se veulent assez précises. Territoire engagé pour le logement, 22 opérations, 30 000 logements. Combien ça coûte? Combien vous avez mis sur la table? Vous avez dit dans le futur projet de loi que vous allez défendre que vous souhaitiez notamment mieux intéresser les élus à l'acte de bâtir. Ça, c'est de la formule remarquable. Vous saluerez les communicants. Ça veut dire quoi derrière? Est-ce que c'est uniquement la présidence des maires sur les primo-attributions de logements ou est-ce qu'il y a d'autres choses plus évidentes? Bon. Vous avez dit ensuite augmenter les ressources des bailleurs sociaux. Est-ce que ça veut dire que vous souhaitez revenir sur la RLS ou alors vous considérez que c'est la dilution du LLI dans le détricotage, pour reprendre le terme que vous contestez, qui donnerait des marges de manœuvre supplémentaires aux bailleurs sociaux? Au-delà de la provocation, j'attends une vraie réponse sur le sujet. Et enfin, pour reprendre
la discussion sur l'aménagement, pour reprendre vos termes, de la loi SRU. Est-ce que ça concerne les opérations futures ou est-ce que vous allez considérer que les dérogations à la loi SRU telle qu'elle existe aujourd'hui concernent le parc existant ? C'est une question qui, à mon avis, est centrale pour savoir si on est en situation de changer les règles pour tous de manière contestable ou si vous souhaitez répondre à la problématique que connaît le logement aujourd'hui. Il y aurait plein d'autres choses à dire, mais c'est déjà pas trop mal. Et je vous laisse 2 minutes qui devraient vous permettre de répondre tranquillement aux 4 questions. Merci, Monsieur le ministre. C'est effectivement complet, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est très généreux, Monsieur Sainte-Tuile. On avait déjà pu commencer à répondre à certaines de vos questions quand je vous ai reçu il y a quelques jours avec votre groupe au ministère. Je vais essayer de continuer sur quelques questions. Sur le territoire engagé pour le logement, c'est 22 territoires, 30 000 logements en objectif. Il n'y a pas que de l'argent, il y a aussi des mesures de simplification qui sont attribuées à ces zones, et notamment que nous avons développé à travers le projet de loi coprodégradé que nous avons voté à une très large majorité, pour ne pas dire à l'unanimité, des 2 chambres. Sur les montants, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros qui sont consacrés à ces 22 territoires. On est à un peu plus d'une centaine de millions d'euros qui sont consacrés à ces 22 territoires engagés pour le logement. Et je le souhaite, en fonction des marges budgétaires, qu'on puisse éventuellement développer l'expérience si ça permet d'accélérer réellement, et c'est ce que je souhaite et c'est ce à quoi je m'emploie avec mes équipes, la construction de ces logements. Deuxième élément, sur les primo-attributions, c'est une demande. Alors, sur les outils aux élus locaux bâtisseurs, on va attendre le débat qui va se faire. Il y a un projet de loi qui va être présenté mi-mai en Conseil des ministres. Il va y avoir un travail sénatorial et je ne doute pas que les sénateurs vont enrichir le texte. Et vous verrez qu'il y a plusieurs mesures dans ce projet de loi qui visent à faciliter et à encourager les maires qui construisent, qui bâtissent. Et la primo-attribution fait partie, en réalité, effectivement, d'un paquet plus global sur les incitations pour les maires bâtisseurs, en s'inspirant de travaux sénatoriaux notamment, qui ont déjà été réalisés sur la primo-attribution. Enfin, sur SRU, oui, je conteste le terme de déconstruction, c'est une attaque politique. J'ai d'un côté, sur ce sujet, 2 types de réponses. Ceux qui me disent que la loi SRU est une sorte de vache sacrée qu'il ne faudrait absolument jamais toucher. Bon, on se dit les choses entre nous, elle a déjà été touchée 10 fois depuis 2000, depuis qu'elle a été votée. Donc on ne peut ne pas s'empêcher, en fait, on peut totalement envisager de modifier, de s'interroger sur la loi SRU. Ça a déjà été fait à 10 reprises par le législateur depuis l'année 2000. Et puis de l'autre côté, j'ai ceux qui pensent que c'est un blanc-seing à ceux qui ne vont pas construire. Je le redis, ça n'est absolument pas le cas. Nous essayons de trouver des mécanismes qui vont encourager la production de logements et qui vont permettre d'aménager le dispositif de la loi SRU. Et pour vous répondre, ça sera sur la question du flux, pas sur la question du stock. Et nous raisonnerons donc en flux sur le sujet et non pas en termes de stock. Voilà, Monsieur le Président, 2 minutes que m'a laissé Monsieur Sainte-Tuile, mais je serais ravi de poursuivre les échanges avec vous et avec votre groupe sur ce beau sujet. Et vous aurez tout le loisir de revenir sur un certain nombre de ces questions après les interventions des députés en questions individuelles. Nous allons commencer, j'ai 11 questions, 12 maintenant. Monsieur Girardin pour le groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaite vous interroger sur la rénovation énergétique des logements locatifs que l'on appelle les passoires thermiques et qui correspondent aux classes énergétiques G, selon les critères fixés via le diagnostic de performance énergétique des bâtiments. Dans un contexte de crise énergétique, cette mesure va dans le sens de la réduction de la consommation d'énergie et de la lutte contre le réchauffement climatique, mais souffre d'une exception, celle des logements dédiés aux locatifs saisonniers. Cette différence de traitement conduit certains propriétaires bailleurs à transformer leurs passoires thermiques en location saisonnière plutôt que de les isoler conformément à la loi. Cette mesure risque d'aggraver les difficultés d'accès au logement dans les zones tendues. Dans ce contexte, est-il prévu de modifier la réglementation afin d'intégrer les logements locatifs saisonniers? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur William Martinet pour le groupe La France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre du Logement, je veux dénoncer l'immense hypocrisie qui est la vôtre. Lorsque les Insoumis vous interrogent sur la situation très inquiétante des 130 000 familles en procédure d'expulsion, donc des familles qui risquent du jour au lendemain de se retrouver à la rue, vous répondez avec une froideur terrible, ce n'est rien d'autre que l'application de la loi. Mais monsieur le ministre, votre attachement au respect de la loi est à géométrie variable. La loi qui assure, par exemple, un droit inconditionnel à l'hébergement d'urgence. C'est une loi qui n'est pas appliquée dans notre pays, parce que chaque nuit, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants dorment sur les trottoirs de nos villes. Et cela ne vous pose aucun problème. Une autre loi, celle qui définit le droit au logement opposable. Droit qui dispose qu'une famille, par exemple dans un logement insalubre, doit être relogée par le préfet dans les 6 mois.
Eh bien, cette loi, elle n'est pas appliquée non plus. Et tous les jours, des préfets sont condamnés par les tribunaux administratifs pour cette raison, mais cela ne vous pose aucun problème. Pire que ça, la loi SRU sur le logement social, la moitié des communes concernées ne respectent pas la loi. Et qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, comme l'a annoncé le Premier ministre, vous allez changer la loi pour leur permettre de rentrer dans les clous. La vérité, c'est que vous défendez la loi seulement quand elle est au service des riches et jamais au service des gens du peuple. Merci. Madame Anaïs Sabatini pour le groupe Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Certaines communes concentrent une part importante des logements sociaux de leur territoire, parc qui est parfois vieillissant, voire insalubre. Je pense notamment à la ville de Perpignan qui détient 21% du parc de logements sociaux du département et 9 quartiers prioritaires. La priorité n'est dès lors de construire de nouveaux logements sociaux, mais d'assurer l'entretien et la réhabilitation du parc préexistant. Dans le cadre de la refonte de la loi SRU, allez-vous davantage soutenir financièrement les communes qui concentrent un parc de logements sociaux préexistants vieillissants et ne pas retenir comme critère unique la production de logements sociaux neufs? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur Pierre-Henri Dumont pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez indiqué ne pas avoir d'objectifs chiffrés au national, mais avoir une approche territoire par territoire. Je salue cette position. Vous savez qu'il y a 20 000 nouveaux emplois qui vont arriver dans le Dunkerquois pour la réindustrialisation du territoire, la décarbonation de l'économie, mais tous ces emplois ne seront pas logés à Dunkerque, là où vous avez retenu le seul territoire engagé pour logement en périphérie. Cela pourra construire maximum 1500 logements, on est très très loin du compte. La réalité, c'est que si on prend l'usine Vercors à Bourbourg, la Gigafactory, elle est à 30 minutes de Dunkerque, mais elle est à 15 minutes depuis Marc-en-Calaisis dans ma circonscription, à 8 minutes depuis Saint-Folquin dans ma circonscription, directement par autoroute. Il n'y a aucun quota de logements supplémentaires prévus dans le SCOT ou dans les PLH. Nous sommes en train de refaire ces documents d'urbanisme avec la communauté de communes de la région d'Audruic, avec l'agglomération de Grand Calais Terre et Mer. Nous avons donc besoin d'avoir une vision claire sur le nombre de logements que nous pourrons avoir sur ces territoires pour réussir la réindustrialisation du territoire. Je vous remercie. Merci Monsieur le député. La parole à Monsieur Philippe Naillet pour le groupe socialiste. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, si l'Hexagone connaît une crise du logement, chez nous, en particulier à La Réunion, qui est mon territoire, la situation du logement aujourd'hui est une véritable bombe à retardement. Très simplement, 2 chiffres, 45 000 demandeurs de logement en 2023, 1600 livraisons de logement toujours en 2023. Une hausse de la demande de plus de 60% en 6 ans. Alors ma question est très simple, il y a eu 2 plans logement outre-mer, le plan logement outre-mer 1, le plan logement outre-mer 2, qui n'ont pas apporté les réponses espérées, en tout cas en termes de production. Donc comment vous voyez la situation, comment vous comptez agir par rapport à cette situation de crise que connaît nos territoires et que connaît La Réunion? Ça, c'est le premier point. Et mon deuxième point concerne le dispositif Mobilipass, un outil qui a été créé il y a quelque temps maintenant, qui est précieux, mais qui aujourd'hui n'est plus appliqué. Donc, je voulais savoir si avec Action Logement, il y a une solution qui puisse être trouvée pour son rétablissement. Merci. Merci. Madame Sabrina Sebaï pour le groupe écologiste. Oui, merci, Monsieur le Ministre. Je reviens sur la question de la loi SRU et notamment de la question des logements PLAI. Vous nous indiquez que vous voulez intégrer le logement intermédiaire à l'intérieur. Il y a pas, enfin, si vous voulez faire du logement intermédiaire, c'est pas le souci, mais ça peut pas venir s'intégrer dans les 25%, en sachant qu'aujourd'hui on a déjà un problème avec des maires qui ne respectent pas la loi, des maires délinquants. Je sais que vous n'avez pas le terme, mais ceux qui ne respectent pas la loi sont des maires délinquants. À titre d'exemple, sur mon département, vous avez la ville de Bagneux qui a 60% de logements sociaux et la ville de Neuilly qui en a même pas 7%. Ce qu'il faut faire, c'est remettre un effort à l'échelle de toutes les villes pour qu'elles respectent bien évidemment les 25% de cette loi SRU et construire du logement PLAI qui correspond aujourd'hui à quasiment 70% des fichiers des demandeurs. Si vous construisez du logement et qu'il ne correspond pas aux revenus des personnes qui ont des demandes en face, eh bien en fait, vous ne répondrez toujours pas à la demande qui existe aujourd'hui sur nos territoires. Donc moi, je vous demande comment est-ce que vous comptez aujourd'hui remettre en cause la loi SRU? Quel pourcentage vous avez prévu de logements PLAI dans cette loi SRU? Merci, Madame la députée. Monsieur Topiac pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je ne vais pas revenir sur la crise que connaît le logement. De nombreux citoyens les plus modestes ont des grandes difficultés. Encore cet après-midi, j'avais deux familles gersoises qui m'ont sollicité pour trouver des logements très compliqués, effectivement. Rappeler les répercussions pour les bailleurs sociaux, puisqu'on a des grosses difficultés liées au RLS, mais aussi à l'augmentation des taux et puis l'augmentation du coût de la construction. Ne pas oublier le BTP,
très largement impactés. J'ai sollicité le gouvernement sur les deux sujets, bailleurs sociaux, BTP. Je voulais venir sur un point technique, la maîtrise d'ouvrage d'insertion. Je vous remettrai un courrier tout à l'heure sur lequel j'ai travaillé avec mon collègue Bastien Marchive, qui consiste à vous interpeller sur l'augmentation des plafonds de subvention de l'ANA pour les structures agréées qui font de la maîtrise d'ouvrage d'insertion. Aujourd'hui, on est limité à 1 250 € le mètre carré. Il y a un vrai effet levier puisque ces structures rénovent du bâti ancien, délabré, à un centre historique et notamment dans des centres-bourgs. Et il y a une vraie possibilité de mettre en œuvre du logement très social avec ce dispositif. Merci, monsieur le député. Madame Anne-Laurence Petel pour le groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre Kasbarian, votre nomination intervient dans un contexte où la crise du logement est à son paroxysme. Avec l'énergie que l'on vous connaît dans cette commission, vous avez immédiatement pris cette crise du secteur à bras-le-corps en proposant plusieurs mesures et fait du choc de l'offre votre mantra. Toutefois, construire n'est pas la seule solution et lutter contre la vacance en est une autre. Selon l'INSEE, la France compte 3 millions de logements vacants, dont près d'un quart le sont depuis plus de 4 ans. À Aix-en-Provence, ville de 150 000 habitants dont je suis la députée, on recense 7 700 logements vacants. Et entre 2008 et 2018, sur les 6 700 logements construits, seul un tiers constituait des résidences principales. En 2020, donc, les logements inoccupés représentaient 9% du parc immobilier de la commune. À cela s'ajoutent 3 500 logements meublés destinés à la location de tourisme, principalement situés en centre-ville. La PPL de Anna Higlemer et notre collègue Etchanis constitue une première étape pour endiguer ce phénomène. Dans ce contexte, Monsieur le Ministre, quelles sont vos pistes de travail pour résoudre cette problématique de la vacance de logement et comment pensez-vous mobiliser les élus locaux qui sont, eux, très mobilisés contre ces rues dans mon département, mais moins loquaces quand il s'agit de lutter contre la vacance? Merci, Madame la députée. Madame Anna Higlemer pour le groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, dans la loi Elan, nous avions insisté sur la modularité des logements, notamment pour les rendre accessibles au handicap. Désormais, il faut offrir aux constructions une évolution possible afin de s'adapter aux changements de composition familiale, que ce soit pour accueillir de nouveaux enfants ou un parent vieillissant. La PPL d'Aubier offre des pistes de transformation, mais serait-il possible de l'anticiper en proposant plus de flexibilité au moment de la construction ? Je pense notamment aux nombreux projets d'architectes qui incorporent désormais des trémies dans les sols afin d'anticiper la transformation vers un duplex, des portes cachées derrière les murs pour gagner une chambre ou un bureau en plus. Cette flexibilité adaptée au logement social pourrait être une opportunité pour maintenir des personnes dans leur quartier sans envisager un déménagement tout en répondant à leurs besoins réels d'espace de vie. Actuellement, les projets abondent dans ce sens et il faut être à l'écoute et accompagner ces innovations dans le monde de la construction. Êtes-vous d'accord avec cette proposition ? Merci, Madame la députée. Monsieur Stéphane Buchot pour le groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. La question de la difficulté d'accès à la propriété dans les zones tendues pour les plus jeunes ménages est majeure. Alors qu'ils participent à la vie économique et sociale de nos territoires, ils sont entravés pour s'y installer et pour y vivre. Les entraves en question sont liées à la fois au coût du foncier et au coût de la construction qui sont devenus pour eux totalement inabordables. Je pense évidemment aux territoires littoraux et je pourrais même dire à certains territoires insulaires. La formule de dissociation entre le foncier et le bâti, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre propos liminaire, est une solution qui semble plébiscitée par les élus et par les ménages concernés. Et je voulais vous interroger là-dessus et savoir dans quelle mesure est-ce que cette formule sera prise en compte et élargie dans le futur projet de loi. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques détails, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Merci, Monsieur le député. Monsieur Jean-Luc Bricot pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoires. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, à l'heure où la situation budgétaire pousse en fin de compte le gouvernement à faire les fonds de tiroir pour réaliser les plus petites économies, à l'heure où la crise du logement fait rage, mal est venu, en fin de compte, à ce gouvernement, en s'attaquant dans sa recherche d'économie, de raboter la prime rénov' au mépris des performances, des parcours de rénovation globale et performante par ailleurs. N'est-il pas temps, Monsieur le Ministre, d'aller chercher l'argent où il est, pour simplement peut-être maintenir les trajectoires écologiques ? Alors je vous propose de demander, en fin de compte, aux banques, et peut-être même aux maisons de crédit, de devenir des obligés, au même titre d'ailleurs que les énergéticiens, pour la production de certificats d'économie d'énergie, pour simplement financer les rénovations, notamment pour les plus modestes, pour le reste à charge des plus modestes, et avoir la construction. Merci, Monsieur. Ça fera plaisir aux banques.
Merci, monsieur le député. Madame Marie-Noëlle Battistel, pour le groupe socialiste. Oui, merci Monsieur le Président. Très rapidement, Monsieur le Ministre, simplement une demande de notre collègue Iñaki pour savoir si vous avez pu réfléchir à sa proposition de loi sur laquelle vous avez échangé pour lutter contre les congés frauduleux, notamment mis en lumière par la période des Jeux Olympiques. Merci beaucoup. Merci, Madame la députée. Monsieur Bastien Marchive, pour le groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. On en a beaucoup parlé. À ce jour, environ 70% de nos concitoyens peuvent prétendre à un logement social. En théorie, en tout cas, parce que si le logement social représente aujourd'hui 5,5 millions de logements, ce qui n'est pas rien, dans les faits, seulement 15% des ménages en bénéficient. Il faudrait plus de 25 millions de logements sociaux pour loger tous les demandeurs potentiels, en tout cas tous ceux qui y sont potentiellement éligibles. On comprend donc vite la difficulté et forcément, ça ne peut que créer de la déception. Et comme je ne crois pas que l'État ait vocation à loger 70% des Français, Monsieur le Ministre, l'objectif me paraît clair. Faire en sorte que le logement social bénéficie à ceux qui en ont le plus besoin. À ceux pour lesquels il est souvent le seul moyen d'accéder à un logement digne et abordable. Ceux pour qui il est synonyme d'émancipation, de liberté retrouvée et surtout de nécessité. Alors pouvez-vous nous dire, Monsieur le Ministre, quelles sont les évolutions envisagées pour plus de mobilité en matière d'attribution de logements sociaux, afin que les publics identifiés comme prioritaires voient leur demande d'accès à un logement social satisfaite? Merci, monsieur le député. Pour terminer cette série de questions individuelles, Madame Nicole Lepay, pour le groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le marché locatif dans le Morbihan est saturé. Les offres de location ont chuté de manière significative. Outre les littorales, où il est devenu impossible de s'installer, l'intérieur des terres subit également cette pénurie, comme sur Pontivy, Pleuharmel. Pour faire face à ces difficultés, des initiatives privées que je salue se mettent en place, telles qu'un dispositif Un toit, deux générations, qui permet aux étudiants du Morbihan de trouver un logement à moindre coût, à condition d'apporter de l'aide et quelques services à la personne âgée qui les accueille chez elle. Ou encore celle de l'entreprise Fenetrea, qui a construit une quarantaine de logements pour loger ses salariés. Comment pourrions-nous aider au développement de ces initiatives privées qui permettent de limiter grandement cette crise, et une mesure fiscale incitative pourrait être envisagée? Merci. Merci, Madame la députée. Nous avons une question bonus pour Madame Françoise Buffet, groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, une question à laquelle vous avez déjà répondu partiellement. Elle concerne les logements intermédiaires. L'inclusion des logements intermédiaires dans les quotas de logements sociaux imposés par la loi SRU, ainsi que les modifications récemment proposées pour donner plus de flexibilité aux maires dans leur attribution des logements sociaux, semblent inquiéter des acteurs du logement social. Pouvez-vous donc nous éclairer sur la manière dont ces différentes mesures s'articuleront afin de maintenir un équilibre entre la nécessaire production de logements sociaux et le développement de l'offre de logements intermédiaires dans le but de répondre aux besoins diversifiés de nos concitoyens? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre, voilà une belle série de questions. Merci, Monsieur le Président. L'exercice est effectivement dense, avec le nombre de questions, et je vais tenter d'y répondre précisément. Premier sujet sur la location touristique que vous avez évoqué, Monsieur Girardin, notamment sous l'angle du DPE. Vous avez raison de dire qu'il y a un sujet d'équilibrage des règles sur le DPE. C'est le sens de la proposition de loi qui est portée par Anaïs Glemer, Iñaki Etxaniz et qui a été votée à l'Assemblée, qui contient 3 éléments importants. Un équilibrage des règles de rénovation thermique, notamment sur le fait qu'il faut faire des travaux, que vous louiez à un touriste ou que vous louiez à un travailleur local, à une personne locale. C'est un premier axe. Le deuxième, c'est un équilibrage fiscal. Pas normal aujourd'hui, vu la rentabilité sur la location touristique, qu'on ait une incitation plus forte fiscale à louer en touristique avec un abattement fort sur le sujet, alors que pour une location traditionnelle, on n'est pas au même niveau d'abattement. Puis troisième élément d'équilibrage, c'est qu'il y a des communes aujourd'hui qui voudraient réguler, mais qui ne le peuvent pas, et qui n'ont pas accès à une boîte à outils de régulation des meublés touristiques. Et la PPL donne accès à ces outils de régulation aux élus. C'est une mesure en sorte de décentralisation des outils de régulation à beaucoup de communes qui le réclament. Ces 3 éléments sont dans la PPL. Vous savez que je l'ai co-signée. Vous l'avez portée, elle a été adoptée à l'Assemblée et nous avons œuvré pour pouvoir sécuriser son inscription au Sénat, et ça sera le cas donc la semaine, je vous l'ai dit, du 20 mai. Et j'ai bon espoir, vu l'attente des sénateurs sur le sujet, quel que soit leur groupe d'ailleurs. J'ai même eu une question au gouvernement du groupe Les Républicains sur le sujet au Sénat. Preuve en est que le sujet est attendu de la part de l'ensemble des groupes, y compris au Sénat. Et donc nous allons œuvrer pour rééquilibrer les choses et donc apporter des réponses, notamment sous l'angle du DPE, mais pas que, Monsieur Girardin. Sur le sujet des congés frauduleux, Madame Battistel, j'ai bien lu la proposition de loi de Monsieur Iñaki Etxaniz.
avant d'envisager une nouvelle législation, je voudrais quand même rappeler les règles. Aujourd'hui, on ne peut pas rompre un bail sur n'importe quel motif. Il y a 3 raisons principales et légitimes qui fondent la rupture de bail. C'est d'abord le congé pour reprise, quand vous souhaitez reprendre l'appartement ou la maison pour vous-même ou un de vos proches pour y habiter en résidence principale. Le deuxième motif, c'est si vous souhaitez le reprendre pour vendre, c'est-à-dire que vous avez l'intention de vendre cette maison ou cet appartement, vous pouvez reprendre le bien. Et le troisième, c'est s'il y a un motif important, par exemple de travaux, qui nécessite de reprendre l'appartement pour réaliser des travaux d'ampleur dans le logement. Et donc, ce sont les 3 motifs légitimes. J'invite chacun à respecter la loi, bien évidemment. Et j'invite les propriétaires, bien évidemment, à respecter les clauses du bail qui font qu'on ne peut pas résilier sur n'importe quel motif. J'invite les locataires à faire valoir leurs droits sur le sujet. D'ailleurs, l'ANIL est à leur disposition pour leur fournir toutes les informations nécessaires. Et s'ils supputent une résiliation abusive du bail, qu'ils fassent valoir leurs droits en justice et auprès du juge, parce qu'il y a rupture abusive du bail. Il faut que la loi, déjà la loi existante aujourd'hui, qui, je le répète, est déjà très encadrée, avec un des bails les plus sécurisés du monde, les plus sécurisantes du monde sur le sujet. Il faut que les clauses de résiliation soient respectées. Et donc, encore une fois, j'invite les propriétaires à respecter ces clauses et j'invite les locataires à faire valoir leurs droits sur le sujet. Sur troisième sujet, le sujet des expulsions. Monsieur Martinet, moi je ne défends pas les riches ou les pauvres, mais vous avez tendance à considérer que parce qu'on est propriétaire, on est riche, et parce qu'on est locataire, on est forcément pauvre. La réalité est un peu plus complexe que cela. Moi je ne défends pas les propriétaires contre les locataires ou vice-versa, ce n'est pas du tout l'objectif. Je dis juste que oui, il faut respecter la loi. Et que donc, après des mois de procédure ou des années de procédure, où le juge prend d'ailleurs en compte les situations particulières familiales. Je rappelle que le juge peut accorder jusqu'à 12 mois de délai supplémentaire à quelqu'un qui est en situation d'impayé et qui se retrouverait en impayé. Donc le juge prend en compte toutes ces situations humaines bien évidemment difficiles. Et à l'issue de cette procédure qui est très longue, sur laquelle d'ailleurs notre ministère est saisi, puisque depuis la loi Kasbarian, dès le premier impayé, les services de la CAPEX sont saisis pour prévenir les impayés et essayer de résoudre les situations. Bien. À l'issue de cette procédure qui est longue de plusieurs mois, parfois même quelques années, il y a une décision du juge définitive d'expulsion. Bon. Et donc c'est là où moi j'appelle au respect de la loi. Au même titre que j'ai répondu à Mme Marie-Noëlle Battistel que quand il y avait une rupture abusive de bail, il fallait faire valoir le droit des locataires. Quand il y a une décision du juge qui demande l'expulsion, il faut respecter cette décision et il faut pouvoir l'exécuter. C'est ce que je m'emploie à faire. Je sais qu'il y a une divergence idéologique sur le sujet, Monsieur Martinet, mais on a déjà eu ces débats sur la question des expulsions et la question donc du respect de la propriété privée et des décisions de justice. Sur le logement social, Monsieur Marchi, vous avez bien fait d'évoquer ce sujet. Parce qu'effectivement, il y a une forme de discours, si on se dit entre nous, qui parfois est un peu hypocrite sur le sujet. On prétend que 70% des Français sont éligibles au logement social. On leur dit déposez un dossier, mais on sait tous pertinemment qu'il n'y a que 5 millions de logements sociaux en France sur 33 millions de résidences principales, et qu'il y a 2,6 millions de personnes qui font la queue pour pouvoir y rentrer. Et donc, on invite chacun à participer à la queue et à participer au dossier. On organise la file d'attente avec les caléoles, etc. Et avec tout un tas de publics prioritaires, dont je reconnais bien volontiers la légitimité et le caractère prioritaire, mais rien que pour qu'on les ait en tête. Il y a les personnes en situation de handicap, les personnes qui sortent d'un appartement de coordination thérapeutique, les personnes mal logées ou défavorisées, les personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou logement de transition, les personnes qui reprennent une activité au période de la période de chômage de longue durée, des personnes exposées à des situations d'habitat indigne, des personnes qui sont victimes de violences au sein d'un couple, des personnes qui sont victimes de viols ou d'agressions sexuelles, des personnes qui sont en parcours de sortie de prostitution, des personnes qui sont victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains, des personnes qui ont à leur charge un enfant mineur, des personnes dépourvues de logement, des personnes menacées d'expulsion sans relogement, des personnes qui sont concernées par le service de l'aide sociale à l'enfance, etc., etc. Et donc en réalité, une fois qu'on a répondu à ces critères prioritaires, dont on reconnaît tous bien volontiers le caractère d'urgence, quels sont le nombre de places qui restent pour la classe moyenne ? Pour des gens qui sont au salaire médian en France, au salaire moyen, qui sont à 2100 €, qui sont à 2000 €, qui ne sont pas dans ces publics prioritaires. Eh bien, le discours un peu hypocrite, pardonnez-moi, qui a eu lieu dans notre pays depuis des années, c'est de leur dire « vous êtes éligible au logement social, posez votre dossier, puis on vous répondra un jour ». Et ces personnes-là que vous voyez dans vos permanences vous disent à chaque fois « je ne l'ai pas, j'y ai pas accès en réalité, et je dois l'année prochaine redéposer mon dossier ». Bon, c'est pour ça que nous souhaitons à la fois faire deux choses. Construire plus de logements sociaux, bien évidemment, parce qu'on en a besoin, mais aussi construire du logement intermédiaire pour des classes moyennes qui gagnent autour du salaire médian et qui aujourd'hui sont invités à candidater à du logement social, mais dont on sait pertinemment tous, si on se dit les choses, qu'en réalité, ils n'y auront jamais accès.
Donc, plus de logements sociaux et plus de logements intermédiaires, c'est le sens de la réforme que nous souhaitons porter sur la modification de la loi SRU. Et je vais essayer de vous rassurer sur le sujet, Madame Buffet notamment, sur le sujet, et Madame Sebaï, le sujet n'est pas de dire blanc-seing à tous ceux qui veulent s'arrêter de construire. On maintiendra des objectifs de construction de logements sociaux, bien évidemment, c'est pas ça le sujet. Mais c'est de dire que pour des communes qui sont déficitaires, sur le flux notamment, on vous permet, dans le panel d'options, d'intégrer du LLI pour construire plus. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le LLI vous permettra de construire plus, y compris plus de logements sociaux, puisque intégrer à des ensembles, ça permet de faire émerger des bâtiments. Et plus de LLI, ça répondra aussi aux demandes de la classe moyenne. Et donc, c'est un beau produit qu'il faut encourager. Je n'oppose pas les logements entre eux. On a besoin de plus de logements sociaux, plus de logements intermédiaires, plus de logements libres. C'est exactement ce que nous allons faire pour produire plus d'offres à travers ce projet de loi. Madame Sebaï, effectivement, je dénonce l'appellation maire délinquant, parce qu'il ne rend pas non plus hommage à des maires qui, parfois, ont hérité d'une situation très dégradée en termes de construction de logements sociaux. Et ce n'est pas leur faute, ils ont été élus à un moment où il y avait parfois 3 ou 4% de logements sociaux dans une commune. Et qui, à un moment, on fait le maximum pour construire, mais parfois en plus ont des contraintes qui peuvent leur arriver dessus, et qui font qu'ils ont du mal à atteindre cet objectif. Donc nous voulons non pas leur donner un blanc-seing, bien sûr qu'il faut atteindre les objectifs du plan triennal et construire plus de logements. Mais de grâce, un peu de mesure dans la façon dont on qualifie ces maires. Il y a parmi eux des maires qui sont de bonne volonté, qui voudraient construire plus, et nous allons les aider et les encourager à le faire à travers la modification, comme je vous le disais, de la loi SRU. C'est dans le même sens que je réponds à Madame Sabatini qui m'interrogeait sur la loi SRU. Nous aurons ce débat-là, d'abord au Sénat puis à l'Assemblée nationale, pour avoir le dispositif le plus efficace possible pour répondre aux attentes de nos concitoyens dans nos circonscriptions. Sur la question des créations de logements territorialisés, Monsieur Dumont, merci donc pour cette convergence de vues sur le besoin de territorialiser et d'avoir une politique de l'aménagement du territoire. Bon, j'ai bien pris note, effectivement, sur Dunkerque, on les a sélectionnés dans les territoires engagés pour le logement. Moi, je suis à disposition de l'EPCI, qui, je le rappelle, fixe quand même les besoins pour le territoire, pour voir s'il y a besoin d'accompagnement supplémentaire. Si on peut faire et aller un petit peu plus loin sur le sujet, en prenant en compte les spécificités du territoire, ou peut-être que la zone où on a privilégié le territoire engagé puisse bouger. On en discutera avec les élus locaux. Je vous le dis, personnellement, je vais suivre chacun des territoires engagés. Et je compte m'y déplacer, je compte signer les conventions d'ici fin mai. Et donc, nous allons engager ce dialogue-là avec les élus locaux pour favoriser la production de logements et répondre au bassin de vie, en réalité, du territoire. Pas uniquement à un endroit ou un point précis, mais à un bassin de vie où il y a des besoins. Chez vous, c'est sur la question de la réindustrialisation. Chez Monsieur Jumel à Dieppe, ça sera notamment sur la question de l'EPR. Vous savez qu'il y a un EPR qui est en construction à Panly. Voilà, mais tout à fait. Mais ça peut être l'objet d'un nouveau territoire engagé pour le logement. En tout cas, ravi de pouvoir échanger avec vous et avec les élus de votre territoire sur le sujet. Monsieur Naillet, sur l'outre-mer, je vous informe donc que nous avons bien évidemment pris en compte déjà la spécificité des outre-mer. Vous connaissez mon attachement notamment à La Réunion. Nous étions venus à l'époque où j'étais président de la commission des affaires économiques avec Madame Batistel, Madame Lemeur, Madame Marceau, Monsieur Maison est également là. Donc nous sommes attentifs aux outre-mer et nous avons retenu dans les territoires engagés 3 territoires d'outre-mer. Il y a à La Réunion donc la Possession, qui est un des 22 territoires engagés, à Mayotte, Dambéni, et en Guyane, Macouria. Donc 3 territoires engagés pour le logement qui sont ultramarins. Et j'ai bien conscience des spécificités locales dans les territoires ultramarins qui nécessiteront probablement, lors du projet de loi, d'avoir des aménagements spécifiques pour les territoires ultramarins. Je précise que sur le projet de loi coprodégradé, on a déjà intégré des mesures ultramarines. J'y suis sensible et je compte sur vous lors du débat à l'Assemblée nationale pour enrichir le texte avec des mesures qui pourront servir le territoire et les territoires ultramarins. On est engagé dessus et je vous le dis, territoire engagé pour le logement n'a pas oublié les Outre-mer, bien au contraire, 3 territoires sur 22 qui ont été retenus. Monsieur Topiac, sur le plafonnement de subvention de l'ANA, à votre entière disposition pour en parler. J'étais ce matin avec la directrice générale de l'ANA, aucun problème pour pouvoir rediscuter du sujet. Donc j'attends votre courrier co-signé avec Monsieur Marchive et je serai très heureux de pouvoir faire avancer le dossier dans la mesure des moyens disponibles, bien sûr, pour le faire. Madame Petel, pour la question des logements vacants. Alors, sur les logements vacants, il faut quand même rappeler que beaucoup a été fait sur le sujet. Julien de Normandie avait lancé un plan de lutte contre les logements vacants avec la solution 0 logement vacant, avec l'utilisation par plus de 300 collectivités territoriales
33 000 échanges, 8 000 logements qui ont été sortis de la vacance. On a eu aussi une plateforme d'échange avec les collectivités, c'est 900 membres qui participent à l'opération, 229 collectivités qui ont été testées en 2021 et qui ont été soutenues par l'ANA. Et on a aussi mis en place très récemment une prime de sortie de la vacance, 5 000 €, qui a été mise en place avec l'ANA dans le cadre du plan France Ruralité. On a eu un élargissement en 2023 du zonage qui permet aux communes d'appliquer la THRS. Et on agit sur tous les leviers permettant de s'attaquer à la vacance. C'est un vrai sujet. On a aujourd'hui 8% de logements vacants dans notre pays. C'est plus de 3,5 millions de logements. Et donc, il faut pouvoir avancer sur le sujet. Je ne doute pas qu'il y aura des débats budgétaires et que la taxe sur les logements vacants fera partie des objets sur lesquels vous discuterez. Il y aura aussi probablement un axe sur l'amélioration du dispositif Loc-Avantage, qui est un beau dispositif et sur lequel je suis prêt à travailler à vos côtés. Je continue avec... ma prime adapte pour Madame Lemeur, vous avez parlé de plus de flexibilité adaptée au logement social que nous allons étudier. Donc je regarderai l'option avec grand plaisir. Sur la PPL d'Aubier, il y a probablement aussi des axes d'amélioration, vous l'avez cité. Et nous avons aussi le dispositif Ma Prime Adapte qui vient tout juste de se mettre en action, sur lequel nous travaillons avec Fadila Khattabi. Et donc l'enjeu de l'adaptabilité du logement est majeur dans les années qui viennent et je compte sur votre créativité, là encore, pour travailler ensemble sur le sujet. Monsieur Buchou, dissocier le foncier et le bâti, c'est un enjeu clé parce que quand vous regardez la courbe de l'augmentation du prix de l'immobilier et que vous la mettez en relation avec la courbe d'augmentation des salaires, l'écart grandit. Si bien que le pouvoir d'achat immobilier que nous avons aujourd'hui n'est pas exactement le même que celui de nos parents et de nos grands-parents, et que probablement, si on continue avec cet écart, pour nos enfants, nos petits-enfants, là encore, l'écart se creusera. Pourquoi ? Parce que notamment, il y a une question du prix du foncier dans certaines zones, et chez vous, c'est particulièrement le cas. J'aurais pu parler aussi du Pays Basque chez M. Etchanis, de la Bretagne chez Mme Lemeur, mais nous avons un sujet du prix du foncier qui augmente. Il y aura des discussions sur le foncier dans le projet de loi, avec des dispositifs pour les élus locaux permettant de traiter le sujet de la spéculation foncière. Donc ça fera partie des objets de discussion que nous aurons. Mais sur les dispositifs de dissociation du foncier et du bâti, nous souhaitons les encourager. Là encore, le projet de loi permettra d'en parler. À travers des mesures d'encouragement, on pourra parler du BRS, on va parler de toutes ces mesures-là qui faciliteront l'accès à la propriété de façon un peu plus innovante. C'est-à-dire que nous avons des mécanismes d'acquisition traditionnels, qui est le prêt classique où on achète le foncier plus le bâti sur 20 ans, à taux fixe, etc. Mais nous essayons aussi d'engager les partenaires financiers sur des solutions un peu plus innovantes, où on divise le bâti versus le foncier, où on envisage de nouveaux systèmes de financement. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs reçu avec Christophe Béchu les banques pour discuter du sujet, notamment des prêts hybrides. Donc on travaille sur ce sujet d'accession de la propriété en ayant bien conscience des mécanismes parfois spéculatifs à l'œuvre sur la question du prix du foncier et en ayant conscience du pouvoir d'achat réduit des ménages dans des zones très tendues sur lesquelles le prix du foncier est devenu très important et empêche l'accession à la propriété. Donc comptez sur moi pour bien le mettre déjà en discussion dans le projet de loi et au-delà du projet de loi pour travailler avec les acteurs financiers pour trouver des solutions parce que oui, nous devons permettre aux Français de réaliser leur rêve, d'acquérir l'appartement ou la maison de leur rêve. C'est ça l'enjeu, c'est répondre aux attentes des Français que de leur permettre d'accéder à la propriété. Donc il y a toute une partie sur l'accession à la propriété dans le projet de loi. Ma prime rénove avec M. Bricou, je me permets de rappeler M. Bricot, au-delà de vos propositions sur les banques que j'étudierai avec attention, mais quand même, il faut se le dire, malgré ce que j'ai entendu sur le rabot, je le redis, on a prévu en 2024 une augmentation de 1,7 milliard sur ma prime rénove. Alors oui, on a enlevé 1 milliard, mais il reste toujours 700 millions d'euros en plus par rapport à 2023. Et rappelez-vous, en 2023, on n'a même pas consommé le budget intégral de ma prime rénove. En réalité, on l'a le budget sur ma prime rénove. On a du budget pour aider les ménages à rénover. On a un fonctionnement de l'ANA et on a un bel outil. Maintenant, il faut l'utiliser. C'est tout le sens des mesures de simplification que nous avons lancées pour encourager les Français à utiliser ces dispositifs et ce budget qui est sur la table et qui, je le redis, n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Donc moi, mon enjeu, c'est qu'on travaille collectivement à encourager les habitants de nos circonscriptions à se saisir des dispositifs, à faire des parcours avec des accompagnateurs qu'on est en train d'homologuer pour des rénovations globales, à faire éventuellement des devis sur du monogeste d'isolation quand ils en ont envie, et à encourager les artisans du territoire à être labellisés RGE. Quand on aura fait tout ça, quand on consommera bien tout le budget, on aura aidé un maximum de Français à rénover. Mais ayons un discours un peu positif sur ma prime rénov', parce que je crains que si on ne l'est pas, et qu'on dise en permanence il n'y a pas d'argent, c'est compliqué, etc., que certains se désintéressent de ce dispositif, ce qui serait contre-productif, puisque du coup, nous ne consommerions pas l'argent et le budget qui est sur la table pour aider un maximum de Français à rénover. Donc, on est ensemble sur ce sujet.
Passons des messages un peu positifs sur la rénovation des logements. On a les moyens, on simplifie les choses. Et l'ANA est encore une fois à votre disposition. Je crois que la directrice générale est venue d'ailleurs récemment en commission pour en parler. Et malgré les chiffres qui n'étaient pas terribles en janvier sur la consommation du budget, je peux vous assurer qu'ils sont en train de repartir à la hausse. Et donc, on a une courbe qui est croissante de Français qui se connectent au site de l'ANA, qui vont voir leurs artisans, qui déposent leur devis. Encourageons-les à le faire dans un esprit positif. Et ça sera aussi le sens du pacte d'engagement, d'ailleurs, sur la rénovation, que je proposerai à tous les acteurs sur le sujet. Enfin, Madame Lepé, sur le lien emploi-logement, qui est un sujet sur lequel les parlementaires travaillent de longue date. Je sais que Madame Le Maire avait d'ailleurs fait un rapport avec Monsieur Vincent Rolland sur le sujet du lien entre l'emploi et le logement. On aura là aussi le débat dans le PJL. Il y a une disposition que nous avons intégrée qui permettra de parler du lien emploi-logement. Et je sais que c'est important de le faire. Donc, Madame Lepé, je vous le redis, nous sommes ensemble sur ce sujet-là et nous y avancerons sur le sujet dans le cadre de la discussion sur le projet de loi. Voilà, Monsieur le Président, en quelques instants ce que j'ai pu répondre en espérant n'avoir oublié personne. Mais je vous redis à toutes et tous déjà le plaisir de vous retrouver, vraiment. Et la disponibilité de mon équipe ici présente, des services du ministère, de moi-même bien évidemment, pour continuer nos échanges, avancer ensemble et répondre ensemble à la crise du logement qui touche durement les Français dans tous les territoires. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour le temps pris pour répondre aux questions des parlementaires de la Commission des affaires économiques. Et au vu des annonces que vous avez pu faire, du programme de travail, je suis persuadé que nous allons nous revoir très vite. En attendant ces retrouvailles, qui se feront toujours avec plaisir, je vous souhaite une bonne soirée. Rendez-vous demain en séance publique. Nous avons une PPL demain matin que nous avons discuté en commission la semaine dernière, la PPL de Madame Pochon sur les prix planchers. Donc je vous donne rendez-vous demain matin en séance publique. Merci.